On poursuit notre survol des divisions de la NFL et cette semaine, on va s'attarder à la section S de l'Association nationale. Mon nom est Didier Orméjuste. Je suis accompagné par Marc-André Chaloux. Marc-André, il a de la difficulté à contenir sa joie parce qu'on va parler de son équipe favorite, les champions en titre du Super Bowl, les Eagles de Philadelphie. Mais Marc-André, je vais te demander de mettre la pédale douce parce qu'on va parler des trois autres équipes. On va garder les Eagles pour la fin, le plat de résistance. 17-0, baby. Super Bowl. 17-0, c'est ta prédiction. Tu viens de dire à la caméra, c'est enregistré, donc on va jouer ça au mois de janvier, ou bien du moment qu'ils vont perdre un match en saison régulière. Mais écoute, on va commencer, on va se rafraîchir la mémoire. On va regarder le classement de la section Est de la saison dernière. Ton équipe, tes Eagles, avait terminé au premier rang avec une fiche impressionnante de 14 victoires et 3 défaites. Souviens-toi, en plus de ça, Philadelphie était 2-2, si je me souviens bien, hein, après 4 semaines. On voulait congédier Nick Sirianni, Didier. Oui, rien de moins, ben oui. Là, il a juste ajouté une bague du Super Bowl, puis il a eu une belle prolongation de contrat en plus. Non, mais écoute, d'entrée de jeu, j'ai une statistique le fun pour vous. Savais-tu, Didier, les Eagles ont terminé avec un différentiel l'année dernière de plus 160, tandis que les Giants, au dernier rang, moins 142. C'est un différentiel, c'est un écart de différentiel de plus de 300 points entre la première et la quatrième place. C'est quand même assez fascinant, ça. Oui, ben ça se reflète au niveau des fiches. Hein? Les Eagles 14-3, les Giants ont terminé eux 3-14, donc c'est pas mal ça. Là. Entre ça, bon, on a eu les Commanders qui ont fini 12-5 et les Cowboys, saison décevante avec la blessure à Dak Prescott, qui ont terminé ça avec un dossier de 7 victoires et 10 revers. Exactement, Didier. On commence avec les Cowboys de Dallas. Didier, l'équipe de l'Amérique, l'équipe de Netflix également. L'équipe à Jerry Jones. L'équipe à Jerry. L'équipe à Jerry et l'équipe à Brian Schottenheimer également, maintenant qu'il est le nouvel entraîneur-chef. Statistique, ça fait 5 ans, Brian Schottenheimer, qui n'a pas appelé de jeu lors d'un match de football. J'ai hâte de voir ce que ça va donner là, chez les Cowboys de Dallas. Personnellement, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Didier, d'entrée de jeu, mais moi, j'ai l'impression que les Cowboys, c'est un château de cartes qui pourrait s'effondrer rapidement, dans le sens que l'éventail des possibilités entre bien aller et être une catastrophe est quand même assez grand, là, c'est mon avis. Ben, c'est les Cowboys. Peu importe lequel de ces deux scénarios-là que tu viens d'évoquer, ben, de ce scénario-là aussi, ça va bien. Ça va être divertissant. Ça, c'est les Cowboys de Dallas. On en parle tout le temps. Ça a même déjà commencé depuis le début du camp d'entraînement. Jerry Jones qui s'adressait aux partisans des Cowboys. Il s'est fait huer. On lui demande de mettre sous contrat Micah Parsons. D'ailleurs, je me souviens pas d'avoir vu les partisans des Cowboys huer Jerry Jones. Je sais pas si c'est arrivé par le passé, mais il me semble depuis que j'écoute le football, je me souviens pas de ça. Peut-être que je me trompe. Bref, on a été actifs durant la saison morte du côté de Dallas, Marc-André. On est allé chercher de certains changements, bien sûr. Il y a des joueurs qui ont quitté l'organisation et d'autres qui sont des nouveaux venus, dont, bien sûr, George Pickens. Évidemment, on a fait beaucoup d'additions en attaque également. 2 porteurs de ballon, Javonte Williams et Miles Sanders. L'addition la plus importante, à mon avis, outre notre sélection de Booker là, via le repêchage, c'est celle de Dante Fowler en défense qui va venir combler une carence, à mon avis, au niveau de la défense des Cowboys. Et si on regarde parmi les départs, on a remplacé Rico Dowdle par Williams et Sanders. Écoute, sur mon avis, Rico Dowdle, c'est un meilleur porteur de ballon que Javonte Williams et Miles Sanders. Bref, peut-être pas trop cher, mais aussi, bon. Hein? Et évidemment. Et le garde Zach Martin également qui a pris sa retraite. C'est vraiment des départs. C'est probablement le départ le plus important là, du côté des Cowboys, celui de Zach Martin. Oui, puis on l'a remplacé, tu as mentionné le nom de Tyler Booker, garde de l'Université d'Alabama qu'on a repêché en première ronde. C'est un très gros bonhomme qui est très robuste. Lui, il est là pour bloquer au sol. Là. Ça, c'est clair. Ça envoie un message parce que, bon, tu parlais de Brian Schottenheimer. Schottenheimer, traditionnellement, lui, il aime courir avec le ballon. Là. Lorsqu'il sélectionnait les jeux, il aimait courir avec le ballon. Ce qu'il faut dire, c'est que maintenant, lors des dernières années, c'était Mark McCarthy qui était le sélectionneur de jeu, bien que Schottenheimer avait le titre de coordinateur à l'attaque. Mais lorsqu'il a connu du succès dans la NFL, notamment avec les Jets de New York, il misait énormément sur l'attaque
au sol, Brian Schottenheimer. Ma seule question est de savoir, ben là, comment il va faire ça avec, tu as mentionné l'arrivée de Javonte Williams. C'est pas comme ça on s'est amélioré à la position de porteur de ballon du côté des Cowboys. Du moins, moi, ça me laisse énormément sur mon appétit. Je sais que Jaden Blue, tu es un fan de Jaden Blue, tu nous en as parlé dans ta chronique Fantasy Football la semaine dernière, qui est un joueur explosif. Toutefois, il n'a pas une grosse corpulence, il pèse moins de 200 livres. Ouais, pardon? Et on dit au camp, Jaden Blue connaît pas un très bon camp. On dit que c'est ça, là, au niveau de l'éthique de travail, ça laisse à désirer en ce moment. C'est jamais une chose qu'on veut entendre là, d'un porteur de ballon recru au camp d'entraînement. Non, peu importe la position, là, l'éthique de travail, sans éthique de travail rendu à ce niveau-là, là, ça ne marchera pas. Là. Peut-être à l'université, il était plus talentueux que tout le monde, mais arrivé dans la NFL, non, tu dois être travaillant si tu veux connaître du succès. En tout cas, c'est juste une semaine que les camps d'entraînement sont commencés, ben, presque 2, au moment où on va mettre en ligne le podcast. Mais ça, c'est pas qu'est-ce que tu vas entendre à propos de Jaden Blue. Peut-être c'est pour ça qu'il a juste été un choix de 5e ronde aussi, hein? Parce qu'il est très talentueux. Il a juste été repêché en 5e ronde, donc peut-être que son éthique de travail est entrée en ligne de compte dans l'équation. On a une question de Léo Samuel, là, vu qu'on parle de Brian Schottenheimer, qui nous demande, avec Schottenheimer comme entraîneur-chef et les ajouts de George Pickens et Javonte Williams, les Cowboys peuvent-ils surmonter leur échec en éliminatoire depuis 1995? Ouf! Déjà, les grandes questions existentielles. Ben oui, on commence fort, là, en commençant avec les Cowboys de Dallas. D'abord, Léo, merci pour votre question. La réponse est non. OK? C'est aussi simple que ça. Les Cowboys n'ont rien gagné en 30 ans. En 30 ans, non seulement, Marc-André, les Cowboys n'ont pas de Super Bowl depuis 1995. On n'a pas même participé au Super Bowl depuis. On n'est jamais sorti de l'Association nationale. Puis je crois qu'on a juste, ça sera à vérifier, je crois qu'on a juste participé seulement une fois à la finale de la NFC en 30 ans. Là. Donc, c'est aux Cowboys à me prouver le contraire. C'est aussi simple que ça. Là. Moi, je ne vais pas endosser les Cowboys de Dallas en 2025, quand ça fait 30 ans. 1995, ça fait longtemps. Là. Je me souviens de 1995, OK? Ça fait très longtemps. On n'a rien gagné depuis. Là. Tu parles de l'époque de Troy Aikman, Michael Irvin, Emmitt Smith, Deion Sanders. Donc, non, je crois pas. Surtout que j'ai des réserves face au nouvel entraîneur-chef des Cowboys, Brian Schottenheimer. On en avait parlé au podcast lorsque les Cowboys avaient annoncé son embauche. Schottenheimer, ça fait longtemps qu'il roule sa bosse à travers la NFL. Je pense qu'il est adjoint du côté de la NFL depuis 1997. Il est le fils de Marty Schottenheimer, qui a été un excellent entraîneur-chef en saison régulière. Malheureusement, Marty Schottenheimer avait connu des ratés en éliminatoire, mais en demeure pas moins, il a gagné plus de 200 matchs dans la NFL. Donc, mais Schottenheimer, tu sais, je me dis, écoute, là, s'il était pour devenir entraîneur-chef, s'il avait vraiment l'étoffe pour être un entraîneur-chef, ça serait arrivé plus tôt au cours de sa carrière, non? Tu sais, ça fait tellement longtemps qu'il est là. Puis là, en plus, dans la question de Léo, on parle de l'ajout de George Pickens. Là, il va devoir gérer George Pickens. Si Mike Tomlin ne voulait plus de George Pickens, si Mike Tomlin a dit, il faut qu'on l'échange, je suis plus capable de le gérer, qu'est-ce qui peut nous permettre de croire que Brian Schottenheimer, à sa première année à titre d'entraîneur-chef, va être capable de gérer George Pickens si les choses ne vont pas au goût de Pickens? Parce qu'on sait, c'est un enfant à problème, là, George Pickens. Okay? Il était à Georgia, il l'a été avec les Steelers, malgré le fait qu'il est tellement talentueux. Mais je ne sais pas, ça va être à Brian Schottenheimer à nous prouver qu'il peut être un bon entraîneur-chef, gérer tout ça. Puis c'est aux Cowboys à nous prouver qu'ils peuvent connaître du succès en éliminatoire, ce qu'on n'a pas vu depuis 30 ans. Pour répondre à la question de Léo, de mon côté, je ne sais pas s'il veut dire cette année, si on peut surmonter leur échec en éliminatoire cette année. Peut-être qu'à long terme, écoute, ça reste à déterminer avec Brian Schottenheimer, mais je pense qu'avec le personnel, avec Pickens, les ajouts de Pickens et Javonte Williams, je ne pense pas que les Cowboys sont même à tout le moins une meilleure équipe que l'année dernière. On s'entend l'année dernière, Didier, les Cowboys ont terminé avec un différentiel de moins 118. C'était leur pire depuis 1989. Une année où les Cowboys avaient terminé 1-15. Et on avait obtenu le premier choix au repêchage de 1990. Didier, c'est qui qu'on avait repêché au premier rang au total? Comment? Troy Aikman? Personne! Non. C'était personne. On avait... Ah non, c'est vrai, on avait été 1-15 avec Aikman en 89. Ouais, t'as raison, c'est vrai.
On avait laissé tomber notre choix de première ronde, premier au total, parce qu'on avait repêché Steve Walsh dans les rondes supplémentaires l'année précédente. Mais au 17e rang, on avait également un choix, on a repêché Emmitt Smith. Ça a peut-être changé. Ça a contribué à changer le visage des Cowboys des années 90, par Ouais. exemple. Mais pour Ouais, revenir à Marty, c'est vrai. Ekman avait été 1-15 sa première année, c'est vrai. Exact, Ouais, oui. exact. Donc, mais pour revenir à Brian Schottenheimer, moi aussi, je suis mitigé. Là. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner du côté des Cowboys. Par contre, l'ajout de George Pickens, ben là, on va en reparler plus tard, mais l'ajout de George Pickens, je trouve ça quand même intriguant. Mais parlons, si on veut poursuivre avec l'attaque, parlons de Dak Prescott, qui est, Excuse-moi de selon moi... t'interrompre, mais je vais Oui, devoir peut-être me rabonner à Netflix pour le documentaire là, des Cowboys qui s'en vient là, le mois prochain pour me rafraîchir la mémoire sur l'histoire des Cowboys là, en parlant là, c'est ça, du repêchage 89-90. En tout cas, ok, je ferme la parenthèse, j'ai rien dit. je pense que pour que les Cowboys connaissent une excellente saison, ça va prendre Dak Prescott au sommet de sa forme, au sommet de son art, et qu'il dispute tous les matchs. C'est un peu ça le problème dans le cas de Dak Prescott. Seulement, il était limité à 8 matchs en 2024. Il a braté 26 matchs au cours des 5 dernières années. C'est sûr, Didier, que les Cowboys, c'est pas la même équipe avec Dak Prescott qu'avec Cooper Rush, disons. Non, c'est ça. Puis Cooper Rush est plus là, hein. Si je me souviens bien, il me semble qu'il a quitté. Il a pas quitté Dallas. On ne l'a pas mis dans le tableau, là, parce que bon, c'est pas le Écoute, départ le plus notable. Mais il me semble que Cooper Rush n'est plus là, qui est rendu avec une nouvelle équipe. ah oui, Écoute, c'est ça, ça, c'est on a quelque ajouté chose. Joe Milton, là, le quart des Patriots qui avait joué en fin Oui, de saison. voilà. On a quand même Oui, payé oui, cher, oui, oui. si ma mémoire est bonne. Ben oui, parce que Milton avait eu des bons flashs lors de ce match-là à la fin de la saison régulière, match qui ne voulait Mhm. rien dire. Mais oui, donc c'est lui carrière numéro 2 là, à Dallas. Donc Ouais, faut garder ouais. un œil là-dessus, là, parce que Dak, comme tu viens de le dire, il rate plusieurs matchs. Là. Il a raté 9 matchs la saison dernière en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Exactement. Exactement. Tu participes à 8 matchs. Et si on parle des receveurs de passe, on a CD Lamb, on peut compter, c'est une valeur sûre du nouveau. Mais oui, Dak Prescott, Didier, on a une question d'ailleurs de Charles Perrault via Instagram qui nous demande est-ce que les Cowboys peuvent gagner l'Est de la NFC avec Dak Prescott en santé? Je ne sais pas s'ils peuvent gagner l'Est de l'association nationale, mais moi, je pense qu'avec Dak Prescott en santé, on est une meilleure équipe, comme je le disais assurément. Là. Ouais, ouais, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, là, que les Cowboys sont une bien meilleure équipe avec Dak en santé, mais c'est un gros point d'interrogation. Tu as mentionné le nombre de matchs qu'il a ratés lors des dernières années. Dak est âgé de 32 ans maintenant. Il court moins qu'il ne l'a fait plus tôt au cours de sa carrière en raison des multiples blessures à ses jambes qu'il a subies. Tu sais, l'année dernière, ischio-jambier, il y a quelques années, s'est fracturé une jambe. Il avait subi une fracture à une cheville. Donc, ça commence à s'accumuler. Donc, en raison de ça, il est obligé de changer son style de jeu. Mais écoute, Dak Prescott, c'est une carrière solide. Bon, ce qui mérite d'être la carrière le mieux payé de la NFL, ça, c'est le marché qui dicte ça. Mais à chaque fois que je vois passer sur les réseaux sociaux un tableau des carrières les mieux payées, puis c'est Dak Prescott qui est en tête, j'en reviens tout simplement pas. Mais ouais, est-ce qu'ils peuvent gagner l'Est de la NFC? Moi, je continue de croire que les Eagles sont la meilleure équipe. Là. Je sais qu'on va en parler plus tard des Eagles de Philadelphie. Mais Dak Prescott doit nous prouver probablement qu'il va pouvoir rester en santé pour les 17 matchs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Brian Schottenheimer a beaucoup à prouver en tant qu'entraîneur-chef. On n'a jamais vu Schottenheimer en tant que meneur d'hommes, en tant que... il n'a jamais été en charge d'une équipe de football. Donc, à cause de toutes ces raisons-là, c'est la raison pour laquelle j'ai des réserves du côté des Cowboys, malgré l'arrivée de George Pickens, qui est jumelé à CD Lamb. Mais justement, Didier, parlons-en de l'addition de George Pickens. Je parle pas au niveau de l'être humain, au niveau de l'attitude, mais au niveau sur le terrain. Je pense que c'est le receveur numéro 2 le plus talentueux depuis plusieurs années. On a enfin déniché un receveur numéro 2 de talent là, du côté des Cowboys. Oui, puis on en avait besoin, parce qu'après CD Lamb, bon, on n'avait pas beaucoup de choses à la position de receveur. Et là, l'arrivée de George Pickens au sein de l'attaque des Cowboys, ben ça va faire en sorte qu'on va pouvoir déployer Lamb de plusieurs façons. Là. On va pouvoir l'envoyer à la position de demi-inséré, notamment. Alors moi, je m'attends à une grosse saison de la part de CD Lamb, à cause de l'arrivée de George Pickens. Si George Pickens ne pète pas les plombs à tout moment, ça, comme je l'ai dit au début, ça, c'est une possibilité. C'est ce qu'on a vu de sa part depuis qu'il est dans la NFL, même lorsqu'il jouait à Georgia, encore une fois. Mais potentiellement, sur papier,
Ça, c'est un duo là, qui pourrait terroriser les tertiaires adverses. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Effectivement, CeeDee Lamb, là, on le voit sur l'image, c'est vraiment l'un des meilleurs receveurs de la NFL. On a vu l'année dernière que même sans Dak Prescott, il est parvenu à être productif dans la NFL. Ça en dit long sur le joueur, sur un joueur de football. J'ai vraiment été impressionné. Puis moi aussi, George Pickens, je pense que c'est un bon receveur. En fait, c'est un excellent receveur de passe. S'il peut juste prendre la maturité entre les deux oreilles, là, ça pourrait bien aller. Quand je parle de château de cartes, Didier, c'est un peu ça que je veux dire. Je veux dire, ça pourrait bien aller l'attaque des Cowboys de Dallas. Il y a beaucoup d'impondérables, il y a beaucoup de choses qui laissent, qui sont encore à surveiller ou qui pourraient, écoute, ça reste à voir. Mais l'attaque des Cowboys, elle est bonne. On parle de la ligne à l'attaque également rapidement. L'addition de Tyler Booker via le repêchage à Alabama en première ronde. L'année dernière, notre choix de première ronde, Tyler Guyton, ça n'a pas été facile à sa première saison, mais on mise peut-être sur l'expérience acquise lors de cette première année. On a une jeune ligne à l'attaque bourrée de choix de première et de deuxième ronde au niveau des Cowboys. Si la ligne à l'attaque tient le coup, Didier, je pense que Dak Prescott et les receveurs vont connaître une grande saison. Je crois que la clé, ça va être Tyler Guyton. Tu viens de mentionner choix de première ronde l'année dernière. Là, on va l'envoyer à sa position naturelle de bloqueur à gauche. Est-ce qu'il va pouvoir faire le travail? Est-ce qu'il va être capable de gagner à 1 contre 1 face aux excellents ailiers défensifs, face aux brillants chasseurs de quart à travers la NFL? Ça va être à surveiller parce que, comme tu l'as dit, sa saison recrue, il y a eu des hauts, mais il y a eu plusieurs bas également. Là. Alors lui, il va être clé au succès de l'attaque des Cowboys. On a beau parler de Pickens, on a beau parler de CeeDee Lamb, du retour de Dak. Si la ligne à l'attaque ne fait pas le travail en termes de protection au niveau des blocs au sol, on n'en aura pas de succès. Donc, Guyton, ça va être à surveiller. Parce que trompe-toi pas, je crois sincèrement qu'on va vouloir courir avec le ballon du côté des Cowboys de Dallas. Puis, Ça fait des années qu'on dit ça. Oui, je sais, mais la sélection de Tyler Booker, il est à son mieux lorsqu'il va de l'avant, lorsqu'il bloque au sol. Okay? Il déracinait les joueurs de ligne défensive auxquels il faisait face avec ses blocs au sol. Donc, si tu es pour passer le ballon, tu ne repêches pas Tyler Booker. Tyler Booker amène de l'attitude à la ligne d'attaque des Cowboys de Dallas. La seule chose qui cloche dans tout ça, c'est la position de porteur de ballon. On a mentionné Javonte Williams. Depuis qu'il s'est blessé un genou, il avait connu un beau début de carrière avec les Broncos de Denver, mais depuis qu'il s'est blessé un genou, il n'est pas redevenu le même joueur. Même si ça va faire 3 ans maintenant de cette blessure-là, si je me souviens bien. Mais la ligne à l'attaque, je le répète, si la ligne à l'attaque, ça va pas bien, il n'y a rien qui va déstabiliser une équipe au complet, là, pas juste l'attaque aussi rapidement qu'une ligne à l'attaque suspecte. Donc, Guyton, ça va être quelque chose à surveiller à la position de bloqueur à gauche. Ça, il n'y a aucun doute dans mon esprit. Écoute, 27e l'attaque au sol des Cowboys l'année dernière. Ça fait des années qu'on nous radote qu'on veut courir avec le ballon, mais que ça ne se transpose pas en des succès Mike sur le McCarthy terrain. n'est plus là, Marc-André. Mike McCarthy n'est plus là. C'est un nouveau jour à Dallas. Ouais. Mais je pense encore que ça va être la même chance. Ça va être le même refrain cette année. On vous désire courir avec le ballon, mais on fait des acquisitions qui me laissent perplexe. Comment ça que si on voulait courir avec le ballon, on n'a pas été chercher Najee Harris, dit un gars comme ça. Là. C'est ça qui nous aurait aidé à courir avec le ballon. Pas Javonte Williams. Pas Najee Harris. Il est tellement lent. Ça n'aurait pas aidé nécessairement l'attaque au sol des Cowboys. Donne-moi un autre nom. Si tu veux me convaincre, donne-moi d'autres noms. Pas Najee Harris. mais mon point, c'est ça. On a été chercher des porteurs de ballon qui sont Miles Sanders en fin de carrière. Je suis d'accord avec toi en passant. Hein? Ouais. Avec les Panthers, j'ai même pas trouvé le moyen d'être sur le terrain avec les Panthers de la Caroline. Bref, j'ai hâte de voir ça. L'attaque au sol, 27e, je pense pas qu'elle va être meilleure cette année. Donc, moi, ça me dit juste qu'on va passer à outrance Ferguson, Pickens, CeeDee Lamb. On avait sur la petite image tout à l'heure, on se demandait si c'était l'un des meilleurs duos de la NFL de receveurs de passe. Je pense qu'ils vont avoir des chiffres, en tout cas. Je sais pas s'ils vont être les meilleurs duos, mais ils vont avoir des chiffres qui vont être dans les meneurs là, à la position de receveur de passe dans la NFL. Non, c'est intriguant, mais on dirait qu'il manque quelques morceaux. Mais j'ai hâte de voir ça, là, une fois que la saison régulière va commencer du côté des Cowboys, le style d'attaque qu'on va avoir réellement.
Si on parle de la défense, on peut passer sous silence, Didier, le cas de Micah Parsons, là, qui est dans un bras de fer avec Jerry Jones. Ben, en fait, je te dirais, dans un bras de fer régulièrement avec Jerry Jones. On a une question en ce sens de Jeffrey Auclair là, via Twitter qui nous demande, ben, d'abord qui nous dit « Salut, j'adore le podcast. Ma question, est-ce que Jerry Jones va arrêter d'attendre et enfin signer Micah Parsons? Il reste un cowboy à vie. » Tout d'abord, merci Jeffrey pour ta question. Didier, alors est-ce qu'on va enfin signer Micah Parsons à long terme, Didier? Parce qu'il est vraiment la pierre angulaire il est le moteur de cette défense-là, assurément. Regarde Jerry comment il sourit là, sur la photo là, qu'on voit à l'écran. Là. Ben oui, ils vont le mettre sous contrat. Parce que Jerry, il aime l'attention. OK? Il le sait là, que le plus longtemps qu'il attend pour mettre Micah Parsons sous contrat, le plus qu'on va parler de son équipe, des Cowboys de Dallas, dans les médias. Puis Jerry, il aime ça. Il faut comprendre ça de la part de Jerry Jones. Pour lui, tant qu'on parle des Cowboys, c'est une bonne affaire. Tant qu'on parle des Cowboys, ça lui permet de vendre des produits dérivés des Cowboys. C'est ça, Jerry Jones. C'est une des raisons pourquoi on n'a rien gagné en 30 ans non plus, parce que la priorité n'est pas nécessairement toujours de gagner des matchs, peu importe ce qu'il dit, mais Jerry Jones, il est là pour faire de l'argent. Le brand des Cowboys de Dallas, c'est lui qui a reparti ce brand-là lorsqu'il a acheté l'équipe en 1989. Il faut lui donner crédit pour ça. Mais là, on n'a rien gagné depuis longtemps. Donc, ça fait de la publicité pour lui. Crois-moi, là, de se faire huer par les partisans lorsqu'il leur a parlé l'autre jour au camp d'entraînement, puis que les partisans lui disaient « Qu'est-ce que tu attends pour signer Parsons? » Ça ne le dérange pas, Jerry, parce qu'il sait que ça fait parler de son équipe à ESPN, à tous les jours, partout sur les réseaux sociaux. Je suis prêt à parier qu'on va en venir à une entente avec Parsons à la toute fin du camp d'entraînement. Parce que c'est toujours ça que Jerry fait. Il prend son temps, des fois il attend trop longtemps, mais il prend son temps. Mais au bout du compte, c'est quand la dernière fois, un des bons joueurs des Cowboys n'a pas signé une prolongation de contrat. Que ce soit CeeDee Lamb, que ce soit Dak Prescott, Jerry finit toujours par en venir une entente avec ces joueurs-là. Il le sait qu'ils sont trop importants. Micah Parsons est un des meilleurs joueurs en défense de la NFL. Donc oui, il va en venir une entente avec Parsons. Mais pour l'instant, c'est le show. C'est le spectacle que Jerry aime donner. 52 sacs, Micah Parsons, et 112 plaqués sur le corps depuis son arrivée dans la NFL. C'est vraiment un rouage important de cette défense-là. Didier, qui a terminé au 28e rang pour les points accordés dans la NFL la saison dernière et 31e pour les verges accordées. Donc, on avait vraiment une défense exécrable la saison dernière. C'est maintenant Matt Eberflus qui est le coordinateur défensif de cette équipe-là, ton ancien coach à Toledo, Didier. Est-ce que tu penses que la défense, est-ce qu'il peut faire des miracles? Est-ce qu'il peut redresser cette défense-là qui en a besoin? Là? Ouais, ben, on en a parlé tout à l'heure. Hein? On est allé chercher des joueurs de ligne défensive, Dante Fowler, Solomon Thomas, notamment. Mais c'est également au niveau de la tertiaire. Là, il y a Diggs qui va revenir. Il y a un joueur, Ravel, qu'on a repêché plus tard lors du repêchage. On parle de joueurs qui sont à leur mieux en couverture homme à homme. Donc, c'est ça que j'ai hâte de voir du côté de la défense des Cowboys. Parce que traditionnellement, Eberflus, lui, il joue plus une défensive de zone. Mais le personnel qu'on a ajouté à Dallas, ça nous indique que peut-être qu'il va y avoir un changement, qu'on va jouer plus de couverture homme à homme. Il y a un choix repêchage, Ezeraku, un chasseur de cartes, qui, d'après ce que j'ai lu, il connaît un excellent début de camp d'entraînement. C'est un chasseur de cartes qui est explosif. Imagine-toi, là, si on peut ajouter un chasseur de cartes explosif à Micah Parsons dans le front de la défense, ça serait vraiment une bonne chose du côté des Cowboys de Dallas. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va utiliser en termes de couverture, parce que l'arrivée de Eberflus indique une chose, plus de couverture de zone, mais les ajouts qu'on a fait au niveau de la position de demi-coin, on a ajouté des demi-coins qui excellent en couverture homme à homme. Donc j'ai hâte de voir comment on va se comporter défensivement du côté des Cowboys. Sur la ligne défensive, on a fait signer un contrat de 4 ans et 80 millions de dollars à Odighizuwa, qui ont dit qu'il est probablement une étoile là, qui pourrait vraiment éclore dans cette défense-là. Ce qu'on a un problème du côté des Cowboys, selon moi, c'est que la position de secondaire est vraiment laisse encore à désirer. C'est peut-être là qu'il va falloir que les joueurs
en présence livre la marchandise. Ouais, non, je suis bien d'accord avec toi. Là. C'est une des positions où il y a des trous là, au sein de la formation de Dallas. Là. Exactement. Si on regarde maintenant le total de victoires qu'on donne aux Cowboys. Ah non, on a une question avant, excusez-moi, de Bernard Le Gaulois sur Twitter qui nous demande quand va s'arrêter la chute des Cowboys de Dallas. Il nous a dit également longue vie au podcast. Alors merci Bernard. Écoute cette question-là, Didier. Quand va s'arrêter la chute des Cowboys? On pourrait déblatérer pendant des heures là-dessus. Moi, je pense que ce ne sera pas cette année. Mais j'imagine que les personnes des Cowboys souhaitent voir une progression là, dans leur équipe cette année. Est-ce qu'on va vraiment arrêter la chute? Quand ça va s'arrêter? Est-ce que tu as une année Ouais, à me donner? mais tu sais, les Cowboys participent régulièrement aux éliminatoires. Tu sais, Mhm. ça pourrait être pire. Là. Il y a des formations là, qui aimeraient avoir la fiche des Cowboys lors des dernières années. Là. Tu sais, il y a plusieurs équipes dans la NFL qui participent pas aux éliminatoires. Là. OK? Donc, on est terminé au premier rang de la division il n'y a pas si longtemps. Il ne faut pas l'oublier. Donc, on a eu un certain succès. La seule chose, c'est lorsqu'on arrive en éliminatoire, il y a tout le temps de déconfiture. Il y a tout le temps une controverse. Ça finit tout le temps en queue de poisson. La performance des Cowboys en éliminatoire. Donc, ça pourrait être beaucoup plus pire là, du côté des Cowboys. Tu sais, les Jets, eux, ils n'ont pas gagné un match éliminatoire. Ça fait 13 ans, là, si je me souviens bien. Donc, même plus que ça, il faut remonter à l'époque de Rex Ryan là, et de Mark Sanchez. Tu sais, ça fait longtemps. Là. Donc, les Cowboys, bon, on rit, on fait des farces, étant donné qu'ils n'ont pas gagné de Super Bowl depuis 1995. Mais est-ce que c'est réellement une chute des Cowboys de Dallas? Si on compare aux années 90 à leur dynastie, oui. Mais quand même, on a du succès à Dallas. On n'en a juste pas en éliminatoire. Effectivement, on n'est pas loin. Là, on avait sous Mike McCarthy des saisons de 10-12 victoires. Là, je veux dire, on n'est pas loin, mais je pense que de dire que quand ça va s'arrêter la chute des Cowboys, je pense qu'on a un club inférieur à ce qu'on avait sous la main sous Mike McCarthy. Je pense pas que ça va être cette année. Par contre, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir au cours des prochaines années. D'ailleurs, si on veut faire un lien avec le total de victoires qu'on propose ou qui est prédit aux Cowboys par les preneurs au livre, c'est 7,5, Didier. C'est pas beaucoup, c'est mon avis. Ah, c'est pas beaucoup. Donc, ça veut dire que les preneurs au livre ont des réserves face aux Mhm. Cowboys. Moi, je vais aller pour moins, Marc-André, au niveau de l'over-under. Moins? Je vais dire sept Wow. victoires. 7 victoires, pas plus, du côté des Cowboys. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dak doit nous prouver qu'il peut rester en santé. Il est rendu à 32 ans. La ligne à l'attaque, pour le moment, ce n'est pas d'interrogation, mais c'est une ligne à l'attaque qui a un beau potentiel avec l'arrivée de Booker. Mais comme je l'ai dit, Tyler Guyton doit nous démontrer qu'il est capable de bloquer à 1 contre 1 à la position de bloqueur à gauche les chasseurs de quart. Et Brian Schottenheimer, tu sais, la position d'entraîneur-chef, c'est tellement important. Regarde les Broncos de Denver. OK, la transformation qu'il y a eu à Denver Non, mais avec là, l'arrivée de Sean Payton. Ouais, avec l'arrivée de Sean Payton, bon, Bo Nix qui a été repêché l'année dernière, mais même l'année Nathaniel précédente, Hackett, Sean lorsque Payton. ben, c'est ça, oui, exactement. Tu as vu la grande différence que ça fait. Donc, au football, Ouais. s'il y a vraiment un sport où l'entraîneur-chef peut avoir un impact, c'est au football. Alors, Brian Schottenheimer, moi, j'ai vraiment mes réserves face à lui. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais donner 7 victoires sans plus aux Cowboys de Dallas. Toi, de ton côté, plus ou moins de 7 7-10. victoires et demi. 7-10, donc ils auraient les Cowboys la même fiche qu'en 2024. Mais en 2023, on a gagné 12 matchs. En 2022, on a gagné 12 matchs. En 2021, on a gagné 12 matchs. Moi, j'ai mis plus, mais pas beaucoup plus. Dans le sens que je les vois pas à franchir le cap des 10 victoires, mais je pense que 7,5, c'est un peu bas. Par contre, je leur ai dit, selon moi, c'est l'équipe dont l'éventail des possibilités de fiches également. Je trouve que l'écart est tellement énorme. Est-ce qu'ils sont une bonne équipe? Est-ce qu'ils vont être bons? Est-ce qu'ils vont être mauvais? Comme je te dis, il y a plusieurs facteurs entre ceux qui vont jouer sur les performances ou sur la fiche des Cowboys en fin de saison. Mais je pense que plus que 7 victoires, moins de 10, je pense que les Cowboys de Dallas vont gagner des matchs de football, spécialement si Dak demeure ensemble.
Ben maintenant, Marc-André, côté fantasy, ça a l'air de quoi, là, cette édition 2025 des Cowboys de Dallas? On va commencer, bien sûr, avec Dak. On en a parlé à plusieurs reprises. Ça a été décevant pour les gens qui l'ont repêché l'année dernière, étant donné qu'en 2023, il avait été très productif. Puis là, il a raté la majorité de la saison, une bonne partie de la saison, en raison d'une blessure. Alors, pour Dak, en termes de fantasy football, là, ça ressemble à quoi, là? Je trouve que Dak Prescott est une excellente valeur au niveau fantasy. Il est le quart numéro 12 en ce moment. Il a raté 8 matchs l'année dernière. Il n'a jamais terminé, comme je le disais, hors du top 10 à la position de quart arrière lorsqu'il joue des saisons complètes. Donc, Dak Prescott, pour moi, ça demeure vraiment. Et on l'a mentionné, on a fait on a étendu, on a parlé amplement là, de l'attaque au sol qui va peut-être connaître des difficultés. Donc, moi, ça me dit qu'on va passer le ballon avec Dak Prescott. Puis ça, c'est excellent au niveau fantasy. Je pense que Dak Prescott, comme je le disais, c'est une belle valeur en ce moment au niveau fantasy. Je pense qu'il va fracasser son rang de sélection s'il demeure en santé. Donc, oui, Dak Prescott en fin de repêchage, ça peut être une excellente option pour vous, là. Alors, CeeDee Lamb, là, on en a parlé tout à l'heure, il a été productif l'année dernière. L'arrivée de George Pickens, j'imagine que ta projection pour lui en termes de fantasy football là, doit être phénoménale. Il a terminé comme receveur numéro 8 et il a disputé 9 matchs sans Dak Prescott la saison dernière, c'est des Lamb. Donc, il est vraiment à toute épreuve. C'est un receveur à toute épreuve. C'est pas pour rien qu'il est dans le top 3 qu'on le sélectionne en début de première ronde de vos repêchages, ciblé 152 fois l'année dernière. Et même avec George Pickens, je pense qu'il va atteindre ce plateau-là en 2025. Donc, top 3 à la position. Une bête, c'est des Lamb. À sélectionner avec confiance là, dans votre repêchage, lorsque vous avez un choix top 5, assurément. Et maintenant, bon, son acolyte, George Pickens, lui, tu entrevois ça comment, là? S'il est en mesure de garder sa tête, là, qui ne pète pas les plombs à tout moment. Si ça se déroule bien, si ça va bien du côté des Cowboys, il ne devrait pas avoir de problème en théorie avec George Pickens, ça reste à voir. Mais comment tu entrevois ça? S'il garde la tête froide, Didier, il ne faut pas oublier que c'est quand même une situation améliorée pour George Pickens. On a un meilleur corps, on va affronter des deuxièmes demi de points, on va surveiller davantage CeeDee Lamb du côté des équipes adverses. Donc ça pourrait donner de la valeur à George Pickens. Il ne faut pas oublier que les Cowboys ont terminé dans le top 10 pour les points aux receveurs de passe au niveau fantasy dans 5 des 6 dernières années également. Donc, on a vraiment un jeu aérien efficace. Il est le receveur numéro 32 en ce moment de George Pickens. Je trouve que c'est une excellente valeur au niveau fantasy. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, les Steelers, en 2024, ont obtenu le quatrième plus bas total de passes, tandis que les Cowboys ont obtenu le troisième plus haut total de passes tentées dans la NFL. Donc, moi, je pense qu'avec avec davantage de volume et à la position receveur numéro 32, on parle de choix de septième ronde là, en ce moment pour George Pickens. Je pense que lui aussi, ça peut être une excellente aubaine au niveau fantasy. Ben, j'ai bien hâte de voir ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les Cowboys sont intrigants. Il y a du talent du côté de Dallas. Il y a quelques trous, quelques points d'interrogation au niveau de la formation. Est-ce que Dak va pouvoir rester en santé? Bref, ça va être comme toutes les autres saisons. Ça va être divertissant de suivre les Cowboys de Dallas. Maintenant, on va se tourner du côté des Giants de New York, eux qui ont terminé au dernier rang de la division Est de la nationale la saison dernière. Et pour l'occasion, ben, je me suis entretenu avec l'ancien receveur de passe des Giants de New York, mais également des Alouettes de Montréal, Brandon London, qui est un employé des Giants. Il est d'ailleurs le porte-parole, le représentant des Giants en Allemagne. Je regardais ses réseaux sociaux. Il était là-bas la semaine dernière. Lorsqu'on vous dit que la NFL tente de devenir un sport international, ben ça, c'en est une autre preuve. Alors, je vous invite à écouter mon entretien avec Brandon London. All right, Brandon. Well, first of all, I have to ask you, after last season, what is the vibe, amongst Giants fans right now? Because I remember last season, remember Saquon had just left. The vibe was pretty negative. How's the vibe now a year later? Well, it's positive vibes right now amongst the fan base, especially with the reports coming out of mini camp and OTAs, just about how good the offense has looked with it being led by Russell Wilson. I think Russell Wilson has done a great job coming in from day one, kind of implementing who he is and what he expects from each individual, each player on the offensive side of the football. And you've just seen,
how the practices, how the vibes have just been, it's been night and day to what it was in the last recent years. And that's no knock on Daniel Jones. Each quarterback has their way of leading and kind of showing guys the way. But when you talk about a Russell Wilson, who Super Bowl champ, 10-time Pro Bowler, I believe, should be a 2-time Super Bowl champ. Guy knows how to win. The guy knows how to prepare. The guy knows how to lead. And he stepped in day one. And you hear that. You hear that word leadership. You hear the word aura from his teammates, but you also hear it from the beat writers that have been covering the team and have been watching practice as well. So a lot of Giants fans have a lot of hope and expectation to this team, even though they're coming off a 3-13 season. But a lot of that hope and expectation is because of the way Russell Wilson has kind of stepped in from day one and showed that he can be that guy to kind of stabilize the Giants quarterback room. Well, let's talk about one of the two Giants' first-round pick this past April, quarterback Jackson Dart. Yep. How has he been looking, throughout minicamp, and what is the buzz around him? Is it as positive as what you just said about Russell Wilson? Jackson Dart looks like a rookie quarterback that had 10 OTA practices and some minicamp practices. He's picking up the playbook bit by bit. Brian Dable has been honest to say that he's been throwing some stuff at him to see how he retains the information. If he makes a mistake one day, to see him, he wants to see him come back and not make that same mistake. So it's all about how he's been progressing. But you look at that kid in practice, man, he's fearless, man. The kid, we had Amir Smith-Marset in studio the other day, Giants kicker. He's a receiver, but he's predominantly kick returner. And he's been going with Jackson Darts with the 2s and the 3s. And he said it. Jackson Dart has balls of steel. Said that kid comes in, he's not afraid to push the ball down the football field. He's not afraid to push the ball and try and make a tight window throw. Say that you don't see that coming from rookie quarterbacks because they come in and as they're trying to pick up the playbook, they're trying to not get stuff wrong per se. But Jackson Dart is trying to make things right, seeing what he can get away with in the NFL, testing his arm within NFL speed and NFL situations. So I think he's in a great situation right now to where hopefully, as long as Russell Wilson is playing well and he's healthy, Jackson Dart doesn't have to play this year. We don't want to see Jackson Dart play this year because that means Russell Wilson is handling business and doing what he's supposed to do. But if something happens, because we know football is football and no one goes through a season 100% healthy, and stuff happens within the season. If he has to go in there and step in, whether it be spot duty or he gets the keys to the Porsche and has to step in and be the Giants quarterback one, I think Brian Dable and this regime have taken the approach to where we're going to get this guy ready for whether it's day one or day 151 of the season, or maybe even day one of next year. They've come with the approach to where they are going to give Jackson Dart the opportunity to be the best backup, starter, student, whatever it is. They're putting him in a position to get the most out of himself and out of this first-year quarterback. Yeah, it's going to be interesting to see if the Giants, can have a good start to the season, because you know how it is. Once you draft a quarterback in the first round, if the team struggle early, the media are going to call, for a Dart, to get a start. So it'll be interesting to see if the Giants can start fast the regular season. Let's talk about the other first-round pick. I said the other first-round pick. Actually, Abdul Carter was the third overall selection of the last NFL draft. How has he been looking, throughout minicamp, and what is the buzz around him? That kid is a dog, man. Abdul Carter is a certified dog, and it's almost disrespectful to call him a dog. This kid's a wolf, man. He ain't been bred down to be domesticated. This is a wild man out there, and I think that he is going to break the Giants' rookie sack record that was set by Lawrence Taylor back in I believe 1984. I think he's going to break that record. I think he's going to have at least 10 sacks, to have double-digit sacks on the year.
this kid, man, I know everyone's talking about, well, you got Kayvon on one side, Brian Burns on the other side. How is he going to get in and play? They're going to play him, and he's going to play a lot from day one. May not start, but they're going to be packages where you're going to have Kayvon, Abdul Carter, Brian Burns all on the field at the same time. You throw in Dexter Lawrence, who this kid is the new Aaron Donald at an interior defensive lineman, and then keep an eye on the 3rd-round draft pick, Darius Alexander, who's another interior defensive lineman. I think the Giants out of Toledo, baby, a former Toledo Rocket. Guy, yep. And now UMass is in the MAC, so I can't wait to go get to his locker and talk some trash to him. Now that UMass is in the MAC. But I think the Giants can have one of the most dominant pass rushes in the NFL. If you look at it last year, I think it was week 10. They were up to week 10, and they were tied with the league in sacks. Dexter Lawrence, the interior defensive lineman, was tied for the league lead in sacks. Yeah, he was great last season. He was great, and then as the season kind of fell apart, it's like, all right, let's shut down our Pro Bowl defensive tackle. But I think this year, again, if the offense can show that they're stable and they can put up points, the Giants defense will really be able to evaluate the Giants defense, because we haven't been able to do that in recent years. They ain't been putting up any points on the offensive side of the ball. Today, you can't hold a team in the NFL to 10, 13, 16 points and expect to win game in, game out. It's an offensive league. It's a passing league. So one thing about this Giants defense in the pass rush, when I was talking to Brian Burns last year, talking about the pass rush, he's saying we got to earn the right to rush. They got to stop the run on early downs. You can't be giving up 4-6 yards a pop on first down, because now on 2nd and short, we're running the ball. At 3rd and short, we're running the ball. There's no need to pass rush. So if the Giants on the defensive side of the ball can kind of hold these teams to 2-3 yards on first down, now you can put Abdul Carter in the game, and you can just pass rush and get after these quarterbacks. You shored up the defensive secondary by bringing in Paulson Adebo from the Saints, Javon Holland from the Dolphins. You want to get more out of Deonte Banks this year. You want to see what you got out of Cordell Flott. If those two can battle it out for that CB2 position, the Giants defense should be in better position than what they were last year. They have to stop the run in beginning downs. And if they do, I think they really get the return on their investment when it comes to Abdul Carter. Yeah, it'll be interesting to see if the offense is going to be able, to put up some points on the board, as you just mentioned. Tell me, before we leave, last season, last year, you're telling us about Malik Nabers. You're in love with Nabers. And then once the regular season started, everything you said came to fruition. He was as good as advertised. Abdul Carter, what's your feeling about Abdul Carter compared to Malik Nabers a year ago? Are you also as confident as you were, for Carter that you were for Nabers? Yeah, I'll stand on the Apple box, and I'm going to shout for Abdul Carter. It's a little bit harder to evaluate a defensive lineman in OTAs or through what he does throughout rookie camp and OTAs, because the pads aren't on. But when you look at his athleticism, his build, and just that dog mentality he has during practice, and how he's like, this dude practices like he plays. The guy goes full speed every single rep. And it's like, I'm sure you heard about that brawl and all the big fight that broke out during OTAs. It's because Kayvon and those guys were going full speed, and Jermaine Illuminor on the offensive line is like, hey, we don't have pads on. So you may beat me now because I don't want to grab on and I don't want to get too physical with you. But I think that's just the mindset that defensive line has. And this rookie has stepped in from day one with a vet mentality in terms of how he's preparing, how he's training. So when it comes to not so much the comparison of what I thought of Malik Nabers last year at this point compared to Abdul Carter, Malik Nabers was winning routes. Like the one-on-ones, you don't need pads for one-on-ones when it comes to receivers and DBs. Abdul Carter is winning these pass rushes, but I got to take a step back a little bit and be like, all right, if they had pads on, would he have bent the edge that fast?
that spin move, would that have worked? But you can see him off to the side with Brian Burns and Kayvon Thibodeau. Those guys are working their craft a lot. Those guys are working like as a unit. So I think there's going to be a point, maybe early in the season, where Abdul Carter leads the team in sacks, just because you're going to have to double Brian Burns. You're going to have to double Kayvon Thibodeau from time to time. You've got to double Dexter Lawrence. I think that's going to free up Abdul Carter a lot in the early part of the year. And I think he's going to win on a lot of those reps. So I am just as high as I was on Malik Neighbors at this point last year. It's the same with Abdul Carter. We just got to see him do it in training camp when the pads come on. Yeah, it's definitely a great situation for him, being surrounded by those veterans that you mentioned, Dexter Lawrence, Brian Burns. So, and he seems, from what you said, that he has a great work ethic. So, yeah, I'm looking forward to watching him play. I mean, I thought he was great last year at Penn State, so I'm looking forward to watching him play on Sundays. Now, listen, Brendan, I'm going to let you go. Thanks for your time. Alors, Didier, on a une question via Instagram de Sami Amra qui nous demande: Jackson Dart va-t-il être le corps partant pour débuter la saison? On le sait déjà, Jackson Dart ne sera pas le corps partant. Brian Daboll a mentionné que ce sera Russell Wilson qui amorcera la saison. Mais est-ce que Jackson Dart va voir de l'action rapidement là, chez les Giants de New York? Ça va dépendre du début de saison que les Giants vont avoir. Hein. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ben écoute, c'est Russell Wilson qui est l'homme de confiance. Puis Jackson Dart, de toute façon, je ne crois pas qu'il serait prêt à être carrière partant dans la NFL dès le mois de septembre. Il ne faut pas oublier le système dans lequel il a joué à l'Université Mississippi. Ça ne prépare pas nécessairement un carrière à faire une transition fluide là, immédiatement dès sa première année dans la NFL. Écoute, il n'y avait même pas de cadence au niveau de l'attaque des Running Rebels. Jackson Dart, lorsqu'il se plaçait en position shotgun, en formation parapluie, ben, il tapait dans ses mains. Là, c'est ça la cadence, là, lorsqu'il tapait dans ses mains. Donc, c'est complètement différent. Donc, c'est pas juste de lire les défenses adverses. Il n'est même pas rendu là. Est-ce qu'il est capable, premièrement, de livrer les jeux, de communiquer les jeux à ses coéquipiers, ce qu'il n'avait pas nécessairement à faire lorsqu'il jouait à l'Université du Mississippi. Et ensuite de ça, donc ça, on parle de la base, vraiment, du côté de Jackson Dart, même de recevoir la remise du centre, être placé sous le centre. Il faisait pas ça souvent, encore une fois, à l'Université du Mississippi. Donc, Dart, moi, je crois qu'il va être le carrière partant éventuellement en cours de route durant la saison, mais ça ne sera pas au début. Il y a William Gonzalez également via courriel. Il y a William, qu'on le salue. Il nous pose plusieurs questions semaine après semaine. Il non plus n'est pas très enthousiaste dans l'idée de voir Russell Wilson derrière comme quart numéro 1 des Giants. Si Russell Wilson connaît une saison médiocre, croyez-vous que c'est le temps pour lui de prendre sa retraite? Je ne comprends pas pourquoi lui et Aaron Rodgers continuent à vouloir jouer alors qu'ils sont pratiquement au bout du rouleau. Didier. Ouais, ben merci William pour ta question. Ben oui, écoute, si Russell Wilson, là, c'est son dernier arrêt, là, ça va pas bien. Si, comme après le premier mois de la saison, il est cloué au banc, soit pour Jameis Winston ou pour Jackson Dart, ben oui, je crois que ça va être la fin de sa carrière, parce que déjà, il n'était pas très en demande. Lorsqu'il s'est retrouvé sur le marché des joueurs autonomes. Même ça a été long, souviens-toi Marc-André, ça a été long là, avant que les Giants le mettent sous contrat. Donc Russell Wilson n'avait vraiment pas beaucoup d'options. Là. Donc oui, si ça va pas bien pour lui, je crois que ça va être la fin de sa carrière. Du moins à titre de carrière partant. Là. Il n'y a aucune équipe qui va vouloir de lui comme carrière partant. Là. Ça va être terminé. Il y avait juste les Giants qui voulaient de lui dans ce rôle-là. Pour ce qui est d'Aaron Rodgers, bon, on va avoir l'occasion d'en parler au cours des prochaines semaines lorsqu'on fera notre survol de la section nord de l'américaine. Mais on est obligé d'admettre, je ne sais pas pour toi Marc-André, mais c'est quand même intriguant, là. Tu sais, la saison morte que les Steelers ont eue, avec les transactions qu'ils ont complétées et tout. Non? Je m'attendais pas à ça. Non, j'ai comme changé de côté un peu. Ben, c'est quand même intriguant, parce que tu dis, OK, est-ce qu'Aaron Rodgers peut retrouver sa magie pour une saison? Il y a DK Metcalf qui est là. C'est sûr, on n'a pas de receveur numéro 2 à l'opposé de DK Metcalf. Ben, les Steelers ont une bonne défense. Aussi, également, on a repêché un porteur de ballon. Tu sais, je peux voir un scénario où les Steelers participent aux éliminatoires. Pas toi? Bon, il y a un scénario qui existe, c'est sûr. Mais écoute, ça va être encore une équipe. Ça va être la meilleure équipe de 9-8 de la NFL, c'est mon avis.
Ouais, encore une fois, la séquence de Mike Tomlin va se poursuivre. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va virer au fiasco, comme ça a été le cas avec Aaron Rodgers aux Jets de New York. Mais en tout cas, on Juste que verra. tu Mais m'avais encore une fois, merci William pour ta question. tu m'avais juste pas averti que tu avais changé ton fusil d'épaule. Ça fait depuis le mois de mars que tu déverses ton fiel sur Aaron Rodgers, puis là, tu trouves ça intriguant. C'est juste ça. Ben, C'est la écoute, surprise, là, vraiment, qui m'a. au mois de mars, il n'avait pas d'équipe. J'ai vu des images au ralenti de ses passes, comme ils mettent sur les réseaux sociaux. Là, ça m'a séduit un peu. Non, regarde, je veux juste dire que c'est quand même intriguant. Je peux voir un scénario où les Steelers pourraient peut-être connaître une saison régulière où ils vont connaître du succès, mais il y a également l'autre côté, là, où ça pourrait être un désastre complet. Là. Je n'éloigne pas cette possibilité-là, là, OK? Là? J'endosse pas Aaron Rodgers à 100%, OK? Là, je veux juste être clair. Il y a aussi le fait qu'on est dans un survol de l'association Est, de l'association nationale, de la division Est de la nationale. Donc, on va revenir aux Giants, dont le total de victoires est à 5,5. Didier, est-ce que selon toi, c'est trop ou c'est pas assez? 5 victoires pour les Giants. Ah, écoute, je vais dire... Non, je peux pas croire. Je vais dire plus. 6 de justesse. 6 victoires pour les Giants de New York. Parce que défensivement, tu sais, j'en ai parlé un peu avec Brandon. La ligne défensive là, a le potentiel là, d'être tout à fait terrorisante de Marc-André. On a repêché Abdul Carter, puis là, on n'arrête pas de voir des images de lui lors du camp d'entraînement qui gagne ses batailles 1 contre 1. Bon, c'est contre des bloqueurs à droite réservistes, ça, mais quand même. Il a vraiment l'air d'être en pleine forme. T'as Kayvon Thibodeau, ancien choix de première ronde, un autre chasseur de quart. T'as Brian Burns, Dexter Lawrence, qui est possiblement c'est pas le meilleur joueur de ligne défensive de toute la NFL. Dexter Lawrence connaissait toute une saison. Là. Ça a passé dans l'ombre parce qu'en 2024, les Giants étaient pourris. Mais tu as une ligne défensive qui est extrêmement talentueuse du côté des Giants. Maintenant, ça va être à l'attaque. La position de carrière, comme on a parlé. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas donner plus que 6 victoires aux Giants de New York. Toi, qu'est-ce que tu en penses? 5 victoires et demi, plus ou moins pour les Giants? Les Giants, Didier, sont favoris en ce moment au preneur au livre dans seulement une rencontre cette saison. C'est contre les Saints en Nouvelle-Orléans. On salue les partisans des Saints. Ça va être difficile, messieurs, mesdames. Mais bref, tout ça pour dire que moi, j'ai mis moins. Je pense pas qu'on va atteindre le plateau des 5 victoires cette saison. En fait, des 6 victoires. On peut atteindre 5 victoires. Je pense que 5, c'est pas mal le maximum qu'on va avoir. Je comprends ton argument de la défense. Mais écoute, on a tellement de carences là, ailleurs. Je pense que ça va vraiment être une saison pour apprendre du côté des Giants. OK, encore une fois, on va devoir être patient. Maintenant, en termes de fantasy football, là, comment tu vois ça pour les Giants de New York pour la saison qui s'en vient? En commençant par Russell Wilson, là, on en parle depuis tout à l'heure. Les deux, on croit qu'éventuellement Jackson Dart va le remplacer possiblement. Peut-être que ça va être Jameis. Il ne faut pas oublier Jameis qui fait partie des Giants de New York. Alors, portrait fantasy des Giants de New York en commençant par Russell Wilson. J'aimerais tellement ça que ce soit Jameis. J'aimerais tellement ça que ce soit Jameis pour mon Malik Neighbors. Mais bref, parlons de Russell Wilson. Oui, tu l'as dit, hein, on suspecte qu'il ne terminera pas la saison comme quart partant des Giants. Ça se reflète dans son classement fantasy, quart numéro 30 en ce moment, donc non repêché. Russell Wilson, je pense que ses meilleures années, en fait, c'est pas je pense, ça se voit que ses meilleures années sont derrière lui. Vraiment, 16 points fantasy l'année dernière en 11 matchs par match avec les Steelers. C'est ça, hein? Russell Wilson, je pense que c'est plus il n'y a plus d'impact au niveau fantasy. Ça vaut potentiellement pas la peine là, même de le repêcher. Je peux trouver un petit point positif, c'est probablement que Malik Neighbors est le meilleur receveur auquel Russell Wilson a lancé le ballon dans sa carrière. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ça peut vraiment aider Malik Neighbors. Je vais en parler dans quelques instants, mais au niveau de Russell Wilson, je pense que encore là, c'est un corps que vous n'allez pas repêcher dans vos pools fantasy. Peut-être dans des pools vraiment, vraiment deep, là, où vous repêchez 2-3 carrières. Ça demeure un partant en début de saison. Ça peut vous être utile si vous avez des blessés. Mais dans un pool de type redraft, là, qu'on commence année après année, même dans un pool de type keeper, je pense pas que Russell Wilson va avoir un impact fantasy assez notable cette année. Alors, Jackson Dart, si jamais il remplace Russell Wilson en cours de route, là,
Comment tu entrevois ça pour lui? Carrière recrue, bon, généralement, c'est plus difficile, on s'entend. Mais ce que je voulais vous dire avec Jackson Dart, parce qu'on m'aurait probablement posé la question, c'est où est-ce que je le vois en ce moment? C'est un quart non repêché au niveau fantasy également. C'est un projet pour moi à long terme, là, Jackson Dart. Comme je le disais, l'idéal, ce serait pour moi qu'il ne voit pas d'action cette saison. Je pense que d'y aller avec un duo Wilson-Winston serait judicieux du côté des Giants. Maintenant, est-ce que je pense que c'est ça qui va se produire? Je ne pense pas. Je pense qu'on va voir Jackson Dart dans des matchs au cours de la saison. C'est un projet à long terme. Aura-t-il de l'action? Je pense que oui. Par contre, c'est quand même un quart mobile, Didier. Je voulais apporter ça comme point. Sa mobilité est sous-évaluée. C'est un gars qui peut se déplacer, courir avec le ballon. Mais je pense qu'encore là, son impact fantasy, il n'y en aura pas à sa première saison. Si vous êtes dans des poules de type keeper, des poules de type dynastie, là, vous avez des repêchages avec des recrues et tout. Je pense que Jackson Dart, c'est vraiment un projet à mettre sur votre banc. C'est un projet et au niveau fantasy et dans la vraie vie, selon moi, Didier Jackson Dart cette année. Et maintenant, Malik Neighbors qui a fait sensation lors de son année recrue la saison dernière du côté des Giants de New York. Comme tu dis, il l'a mis sur un carrière. Russell Wilson, il y a une chose qu'on sait que Russell est toujours en mesure de bien faire. On l'a vu la saison dernière. C'est de décocher des passes dans les zones profondes avec doigté et précision. Moi, j'ai l'impression que la moyenne de verges par réception de Malik Neighbors devrait augmenter cette année. Ciblé 170 fois l'année dernière, deuxième rang dans la NFL, Malik Neighbors. Et j'ai vu des tweets passer du camp des Giants là, que Russell Wilson ciblait Malik Neighbors là, sur des séquences 11 fois sur 14. Bref, je suis même assez convaincu que ce chiffre-là pourrait augmenter cette année. Peut-être même, on pourrait atteindre des records là, au niveau des cibles pour Malik Neighbors. Maintenant, est-ce qu'il va capter les ballons? Ça demeure ça la grande question. Je pense qu'il y a une situation de... Je pense que Russell Wilson est un meilleur quart pour Malik Neighbors. Et qu'est-ce qu'il avait l'année dernière? Des Daniel Jones, on se souvient, des Drew Lock, Oui. comment il s'appelle? DeVito. DeVito, il y a même eu le bon vieux Tim Boyle là, qui a eu des départs pour les Giants. Donc, je pense que Russell Wilson peut être bénéfique pour Malik Neighbors cette saison. 1280, 7 touchés la saison dernière. Il est le receveur numéro 5 en ce moment. C'est un choix de milieu de première ronde, fin de première ronde, Malik Neighbors, et c'est tout à son honneur. C'est vraiment un joueur qui a le potentiel d'être exceptionnel. Puis je pense qu'on va avoir beaucoup de ballons dirigés vers lui cette année. Il est le receveur numéro 1 incontesté des Giants. J'aime beaucoup Malik Neighbors, ses glisses en fin de première, deuxième ronde de vos poules fantasy. Ouais, j'ai dit DeVito. C'est-tu DeVito, son nom? Oui. Je m'en souviens même plus. Ouais, c'est bien ça. Ouais, ok, alors c'est ça. Là, je suis en train d'aller voir la formation des Giants. Je sais pas surpris. Je me suis dit, oh, Tommy DeVito. Ok, c'est ça. Tommy DeVito. Tommy Cutlets. J'étais plus certain. Tommy Cutlets, ouais. Je pense pas qu'on va le revoir avec sa célébration cette année. J'ai l'impression que c'est terminé. Peut-être qu'il fera même pas l'équipe à la fin du camp. Parce que quand même avec Russell, Jameis, Jackson Dart, je pense pas qu'on va garder 4 carrières là, du côté des Giants de New York. Imagine Winston avec Neighbors, comment ça serait beau. Ben ouais, tu sais qu'il va le cibler 20 Brian fois par match. Pour le Brian fantasy, Neighbors là, ça nous serait prive génial. de ça. Nous prive de ça. Ah, tu sais pas, écoute, Russell, ça va mal. Peut-être qu'on se tournera pas vers Jackson Dart. Peut-être qu'on va se tourner vers Jameis Winston. Hein, tu sais pas. Alors peut-être que ton rêve va devenir réalité en cours de route durant la saison. Bon, écoute, Marc-André, on va parler d'une équipe qui n'était qu'à une victoire à une participation, oui, au Super Bowl. Je parle bien sûr des Commanders de Washington, qui ont été une très grande surprise l'année dernière. En fait, ça a été la surprise de la saison 2024, les Commanders. À pareille date, l'année dernière, on se disait, bon, ils ont une carrière recrue, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais il n'y a personne qui avait des attentes envers Washington. Alors, comme je l'ai dit, on n'était qu'à une victoire de participer au Super Bowl et on a été très actifs là, durant la saison morte. Malgré le fait qu'on a eu une belle saison 2024, on a essayé d'améliorer notre formation à Washington. Effectivement, Didier, d'entrée de jeu, pour les Commanders, 12 victoires en 2024, une victoire seulement contre les équipes qui ont participé aux éliminatoires, c'était contre les Eagles, pour la petite victoire. Donc, j'ai bien hâte de voir. Didier, mais oui, si on regarde les arrivées, Deebo Samuel, en fait, la grosse arrivée, là, c'est Laramie Tunsil, le bloqueur à gauche, pour venir vraiment solidifier cette ligne à l'attaque-là qui en avait vraiment besoin. On a investi également dans la position sur la ligne à l'attaque avec le repêchage de Connor Lee également, qui
vient vraiment, comme je te dis, on vient protéger nos acquis, notre investissement, on vient de protéger notre jeune quart vedette chez les Commanders. Et au niveau des départs, Benjamin Saint-Just, on peut passer sous silence son départ pour les Chargers. Et également, on a perdu, c'est ça, on a un peu revampé la tertiaire là, au niveau des Commanders de Washington pour la saison 2025. Oui, absolument. Écoute, l'arrivée de Tunsil et Cornerly, ça, c'est une bonne nouvelle pour Jayden Daniels. On a amélioré notre ligne à l'attaque du côté des Commanders. Alors, Tunsil qui sera le bloqueur à gauche, Cornerly le bloqueur à droite. C'est un joueur très talentueux, le choix de première ronde, un produit de l'Université Oregon. Donc, ça c'est vraiment une bonne nouvelle, je crois, pour Jayden Daniels. La seule chose, c'est, tu sais, je me dis, OK, est-ce qu'on va aller chercher un porteur de ballon durant la saison morte? On n'a pas de porteur de ballon explosif. Tu sais, j'aime bien Brian Robinson pour son histoire, ce qu'il a surmonté, le fait qu'il joue avec robustesse, mais il n'est pas explosif. Puis je pense vraiment que ça, c'est quelque chose qui manque du côté de l'attaque des Commanders. En fait, notre porteur de ballon explosif, c'est notre carrière. C'est Jayden Daniels. Mais s'il pouvait avoir un autre joueur explosif dans le champ arrière, ça aiderait énormément. Puis malheureusement, durant la saison morte, malgré le fait qu'on est allé de plusieurs changements de personnel, on n'a pas amené un demi à l'attaque explosif du côté de Washington. Je pense que plusieurs personnes veulent nous entendre parler de Jayden Daniels. On a reçu plusieurs questions sur Jayden Daniels, Didier, dans cet aperçu des Commanders. Et je vais te lancer avec la première question de Le Raphaël sur Instagram qui nous demande, on parle de Jayden Daniels comme un quart du top 10. Est-ce que vous craignez la guigne de la deuxième année pour lui? Un peu comme CJ Stroud la saison dernière. Merci pour ta question, Raphaël. Est-ce que, Didier, est-ce que tu crois que Jayden Daniels va subir la guigne de la deuxième année comme CJ Stroud l'année dernière avec les Texans? Je crois que non. Parce que une des raisons pourquoi CJ Stroud, justement, il en a arraché à sa deuxième année, c'était la ligne en attaque. La ligne en attaque des Texans de Houston était pitoyable, puis je ne suis pas convaincu qu'elle est améliorée cette année, mais pour moi, c'est la raison pour laquelle, la raison principale pourquoi Stroud a connu une saison plus difficile comparativement à son année recrue. Il y a des matchs où il se faisait tabasser, il n'avait pas beaucoup de temps pour se débarrasser du ballon. Et le coordinateur à l'attaque, Slowick, ne l'a pas aidé. C'est une des raisons pour laquelle il n'est plus là. On est allé d'un changement à la position du coordinateur offensif. Alors que du côté de Washington et de Daniels, il y a une continuité. Cliff Kingsbury est de retour en tant que coordinateur à l'attaque. Et la ligne offensive, sur papier, elle semble être améliorée avec l'arrivée de Tunsil et le repêchage de Cornerly. Alors non, moi je m'attends à ce que Jayden Daniels poursuive son ascension lors de sa deuxième année. Parce que moi aussi, je pense pas qu'il va subir une guigne de la deuxième année parce que Jayden Daniels, contrairement à CJ Stroud, je sais pas comment m'exprimer, il est comme le point focal de l'attaque, dans le sens que tout passe par lui, dans le sens que CJ Stroud, on avait des meilleurs acteurs de soutien. On avait Joe Mixon, on avait Stephon Diggs, on avait Nico Collins. Je veux dire, l'année dernière, on avait McLaurin, oui, mais on n'avait rien. Tout passait par Jayden Daniels. L'année passée, il est devenu le 9e quart depuis 2000 à mener son équipe pour les verges par la passe et les verges au sol. Donc, c'était lui, c'était Jayden Daniels. Et ça amène la production et ça amène, écoute, on semble l'oublier, l'attaque des Commanders l'année dernière, elle était élite. 5e pour les points dans la NFL, 7e pour les verges dans la NFL, 3e pour les verges au sol. Ça, c'était Jayden Daniels. 6e pour les 3e essais convertis également. On avait une excellente attaque. Là. C'est vraiment... tout repose sur Jayden Daniels, contrairement, je trouve, aux Texans, que c'est pas tout qui repose sur les épaules de CJ Stroud. On a vu l'année dernière, on a voulu en donner plus à CJ Stroud. On a vu ce que ça a donné. Je pense qu'il va rebondir, Stroud. Mais c'est ça la différence pour moi. Daniel, c'est un corps élite. C'est un corps spectaculaire c'est ça. C'est un corps élite, vraiment, pour moi, comparativement à CJ Stroud. Puis je pense que, justement, il va éviter cette guigne de la deuxième année-là. Puis il y a une question également de Samuel Lévesque sur Facebook, Didier, qui nous demande Washington, j'aime cette équipe. Il manque quoi à cette équipe pour gagner une autre ronde en série? Faut qu'on s'améliore contre la course.
Je crois. Merci Samuel de nous avoir envoyé ta question. On doit s'améliorer contre la course. On a préparé un tableau pour démontrer à quel point on a eu des ennuis contre le jeu au sol la saison dernière du côté des Commanders. Puis ça s'est reflété en éliminatoire également. Hein, lorsqu'on a affronté les Eagles de Philadelphie et Saquon Barkley. Alors, une des choses qu'on a fait, on a essayé de se grossir au niveau de notre ligne défensive là, pour arrêter la course du côté de Washington avec l'arrivée de Kinlaw, Diedrich Weiss, ancien des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, et Eddie Goldman, notamment. Alors, je pense en théorie, on devrait être plus solide contre la course. Du moins, on l'est déjà sur papier. Là, c'est une question de voir une fois que les matchs vont commencer en saison régulière. Mais si on veut s'améliorer comparativement à l'année dernière, faut qu'on soit plus solide contre le jeu au sol du côté de Washington. Il n'y a aucun doute là-dessus. Faut qu'on soit plus solide, point. On a été 30e contre la course, tu l'as mentionné, mais aussi 30e, oui, également au niveau pour les stacks du corps. Donc ça part de la ligne défensive, mais également dans la tertiaire, on a vu qu'on a effectué beaucoup de changements. On avait acquis Marshall Lattimore l'année dernière. On a vu que, je ne sais pas s'il est au bout du rouleau, s'il était blessé. Il n'a pas été épargné par les blessures l'année dernière, mais il devra rebondir là, si on veut que les Commanders connaissent du succès. On a repêché Trey Amos également en deuxième ronde. Je pense que ça peut venir se donner un solide coup de main à cette tertiaire-là. Parce que, écoute, je trouve que la défense, on a fait du bon travail. On a un mélange de vétérans et de recrues et de jeunes joueurs. Moi aussi, je pense que la ligne défensive, on va manquer de carburant, là, de chasseurs de corps et de pression sur les corps adverses. Et on a quand même des secondaires. On a Bobby Wagner là, qui, à 35 ans, a joué... Hey, ça, c'est fou, Didier. À 35 ans, Bobby Wagner, l'année dernière, il a joué 99% des jeux l'an passé. Donc, il était quasiment sur le terrain tout le temps là. L'année dernière, 13 saisons avec au moins 100 plaqués. On a vraiment un bon mélange de vétérans. On a Bobby Wagner qui en sera à sa 14e saison. Mais je pense encore là, qu'on devra... que la tertiaire devra élever son niveau de jeu si on veut atteindre les niveaux supérieurs, c'est mon avis. Là. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que la tertiaire était un problème là, du côté des Commanders l'année dernière. Alors, c'est défensivement en général, parce que là, j'ai commencé en parlant qu'on n'a pas été capable d'arrêter le jeu au sol. La tertiaire est un problème. Tu as relevé le fait qu'en termes de sac du corps aussi. Alors, c'est défensivement, là, c'est la chose améliorée du côté des Commanders de Washington, oui. On a des questions d'ailleurs encore du public qui nous demandent est-ce qu'on croit aux Commanders chez le public, chez les gens, je ne sais pas. William Morin-Fortier sur Instagram nous demande est-ce que l'année incroyable des Commanders l'an dernier était une illusion? Didier, est-ce que c'était seulement une illusion là, ou les Commanders là, sont à prendre au sérieux encore en 2025? Oui, ben, ils sont définitivement à prendre au sérieux, là, surtout avec Jaden Daniels, on a vu ce dont il était capable. Toutefois, cette année, là, on ne pourra pas passer sous le radar en début de saison, comme ça a été le cas l'année dernière. Là. Les équipes vont attendre les Commanders. On les a vus participer au match de championnat de l'Association nationale. Et puis, du côté des Commanders, on a essayé de s'améliorer. On vient de parler des changements du côté de la défense. Mais en attaque, l'arrivée de Deebo Samuel aussi, on espère que ça va donner une option de plus à Jaden Daniels. Là, on va devoir régler le contrat de Terry McLaurin. Parce que là, Terry McLaurin est présent au camp d'entraînement. Il s'est rapporté, mais il ne participe pas aux entraînements. Mais moi, j'ai bien hâte de voir ça, Deebo Samuel en particulier, parce que je ne suis pas convaincu qu'il lui reste de l'essence dans son réservoir à Deebo Samuel. On a vu des photos de lui. Et c'en a un autre là, qui a l'air d'être un culturiste qui a ajouté du muscle à sa charpente durant la saison morte. Mais Deebo Samuel, il n'a jamais été reconnu comme étant un receveur de passes qui court des tracés de passes précis. Là. Il se démarque après, avec ses verges, après la réception, sa polyvalence, on peut l'utiliser dans le champ arrière. Alors j'ai hâte de voir ça. J'ai parlé du fait qu'on n'avait pas un porteur de ballon explosif du côté de Washington. L'utilisation de Deebo Samuel, est-ce qu'il va se retrouver dans le champ arrière un peu plus souvent? C'est tout ça que j'ai hâte de voir du côté de Washington, mais ce n'était pas une illusion selon moi. Il y a une chose qui va être à surveiller, par contre, c'est qu'on a surpris bien des gens en début de saison, en première moitié de saison, avec les quatrièmes essais. Hein? On est devenu comme les Eagles de Philadelphie. On s'est mis à parier en quatrième essai comme les Lions de Détroit. Ça avait pris de court certaines équipes. Est-ce que ça va se poursuivre, les succès en quatrième essai que les Commanders ont eu l'année dernière? Parce que c'était historique, là, leur pourcentage d'efficacité lors de ce genre de situation. Alors ça, c'est quelque chose qui
pourrait peut-être venir un peu dérouter les Commanders si on n'a pas autant de succès en quatrième essai qu'on en a eu en 2024. J'ai vraiment hâte de voir maintenant. On a créé un précédent du côté des Commanders. On a une année, on a des vidéos, on a du Jaden Daniels sur les bandes vidéo. On a comment que l'attaque s'est agencée, l'attaque de Cliff Kingsbury. C'était souvent ça aussi, ce qu'on lui reprochait en Arizona, c'est que l'an 1, c'était cute, mais à partir de les autres années, après ça, ça a été difficile. Là. Les Cards n'avaient pas une attaque aussi prolifique que lors des premières saisons. J'ai hâte de voir si les équipes vont s'être ajustées cette année et si on va s'être ajusté aux ajustements des équipes en cours de saison. Donc ça, c'est un élément qui, selon moi, reste à voir là, du côté des Commanders. On a une autre question, Didier, au niveau des Commanders. Oui, William par courriel, William Gonzalez, encore une fois, qui nous demande est-ce que vous croyez que les Commanders seront la seule équipe qui peuvent voler le titre de division aux Eagles? Personnellement, Didier, moi, je crois que oui. Et toi, t'en penses quoi? Ben, je pense que dans la division, c'est l'équipe qui a le plus de chances de terminer au premier rang après les Eagles de Philadelphie, naturellement. Écoute, ça va en venir aux 2 confrontations en saison régulière entre les 2 équipes, hein, parce que historiquement, même lorsque les Commanders n'avaient pas des bonnes formations, ils ont toujours donné du fil à retordre à ton équipe favorite. Aux Eagles, on se connaît bien d'un côté comme de l'autre. Moi, je vais toujours choisir Philadelphie afin de terminer au premier rang cette année. Mais s'il y a une équipe qui peut talonner les Eagles, je crois que ça va être les Commanders, mais je crois que Philadelphie demeure la meilleure formation de la division. Si on regarde maintenant au niveau du total de victoires, moi, je trouve ça vraiment intéressant, cette ligne-là, là, à 9,5 points. Est-ce que les Commanders, Didier, peuvent remporter 10 victoires cette année pour une 2e année consécutive? Je veux dire que oui. OK, ça, c'est à quel point j'ai confiance à Jaden Daniels. Peut-être que je me trompe, peut-être que la gang de la 2e année va s'abattre sur lui, mais j'en ai parlé tout à l'heure. On a amélioré la ligne à l'attaque. Ça a été une des priorités du côté des Commanders durant la saison morte. Les changements personnels qu'on a fait du côté de la défense, je crois que c'est pour le mieux. Alors, je veux dire que oui, que les Commanders, au moins, ils ne se sont pas assis sur leur laurier. Okay? Ils ont vraiment essayé de s'améliorer avec l'ajout de vétérans. Deebo Samuel, comme je l'ai dit, je ne suis pas convaincu qu'il lui reste nécessairement quelque chose dans les jambes, mais je vais choisir l'over pour les Commanders. Alors, 10 victoires au moins du côté de Washington. Toi, de ton côté, l'over-under à 9,5, qu'est-ce que tu choisis? Moi aussi, je vais dire plus. Jaden Daniels, je le crois, c'est un corps exceptionnel. Je pense que c'est un gars qui va être dans les conversations là, de titre de joueur par excellence au cours des prochaines années. Je pense qu'il est si bon que ça. Moi aussi, je ne crois pas à la gang de la 2e année. Moi aussi, je choisis plus pour Jaden Daniels. Je pense que les Commanders vont chauffer les Eagles là, pour le premier rang de la division Est de l'Association nationale. Ouais, je ne sais pas si tu as vu, hein, sur le tableau, c'était écrit que les Commanders n'ont pas eu 2 saisons consécutives avec au moins 10 victoires depuis 1991. OK, ça fait longtemps. Là. On parle de l'époque de Joe Gibbs comme entraîneur-chef. Donc, l'histoire est les années qu'il gagnait les Super Bowls, ça? Oui, exactement. Mark Rippon, notamment, au poste de quart. Mais, écoute, l'histoire est contre les Commanders. Mais toutefois, on a un nouveau propriétaire et tout. Là, on va même faire construire un nouveau stade à Washington. Alors, pourquoi pas là, briser les tendances et écrire une page d'histoire du côté des Commanders. Maintenant, côté fantasy football. À Washington, Jaden Daniels a été une révélation l'année dernière. Est-ce que ça va se poursuivre, là, sa production? On sait c'est une double menace. Généralement, les carrières qui sont mobiles, peu importe, trouvent une façon d'être productifs au fantasy football. En 2024, Didier, tu l'as mentionné, Jaden Daniels, plus de 24 points par match en moyenne à la position de corps arrière à sa saison recrue. C'est la 4e recrue au niveau des corps arrière à maintenir une moyenne de plus de 20 points fantasy par match à sa saison recrue. Les autres, Cam Newton, RG3, Robert Griffin III et Justin Herbert. On vient d'en parler, la ligne à l'attaque est améliorée ou on pense qu'elle est améliorée. Ça va aider Jaden Daniels. Il demeure une double menace. 2e pour les verges au sol dans la NFL derrière Lamar Jackson l'année dernière. C'est un corps qui sort présentement dans le top 5, voire dans le top 3 à la position de carrière et je peux comprendre pourquoi. On l'a déjà dit, je le martèle assez souvent,
Un quart qui court, c'est une mine d'or au niveau fantasy. Je pense que Jaden Daniels, là, on n'a encore rien vu dans son cas. C'est un quart que vous allez repêcher en deuxième, troisième ronde. Donc, le quart qui va sortir assurément, selon moi, derrière Lamar Jackson, derrière Josh Allen. Après ça, c'est débattable entre Hurts et Daniels. Mais oui, Jaden Daniels est parti pour la gloire, là, comme on dit au niveau fantasy. Maintenant, Brian Robinson, tu t'attends à quoi là, de sa part en termes de fantasy football? Je l'ai dit, bon, ça prendrait peut-être un autre porteur de ballon pour le succès de l'équipe afin de l'accompagner dans le champ arrière, un porteur de ballon plus explosif. Il n'y en a pas, alors ça veut dire que Robinson va demeurer l'homme de confiance dans le champ arrière. L'année dernière, il subit quand même plusieurs petits bobos, Brian Robinson, qui l'a un peu ralenti durant la saison. Par contre, il a obtenu 7 touchés à l'intérieur de la ligne de 10. Donc, il est utilisé vraiment à la porte des buts. Ça, c'est intéressant au niveau fantasy. C'est plus que Jonathan Taylor, si vous voulez tout savoir l'année dernière. Il est le porteur de ballon numéro 29 en ce moment au niveau fantasy. Je pense que Brian Robinson, c'est un excellent porteur de ballon en format standard. Donc, qu'on n'obtient pas de catch de points pour les attraper. Je pense que cette besogne-là, ça va être Austin Eckler en situation de passe. Donc, on va vraiment avoir un partage du ballon équitable au niveau des porteurs de ballon des Commanders. Je pense pas que Brian Robinson est un joueur que vous devez absolument avoir dans vos équipes fantasy. Je pense juste que ça peut être un partant si vous avez des blessés dans une semaine donnée qui peut vous être utile sporadiquement. Et j'aimerais lancer en terminant, en parlant des porteurs de ballon, là, le nom de Ja'Cory Krosky-Merritt en ce moment, qui est un choix de 7e ronde cette année de l'Université Arizona. C'est le dernier porteur de ballon repêché. C'est le Mr. Irrelevant des porteurs de ballon du dernier repêchage. On dit de belles choses de lui au camp d'entraînement. J'ai vu des commentaires, plusieurs commentaires sont élogieux. Il pourrait se faufiler et comme je te dis, la compétition est quand même pas si difficile, pas si dure là, chez les porteurs de ballon des Commanders. Je lance ça dans l'univers comme ça. Ja'Cory Krosky-Merritt, porteur de ballon de l'Université Arizona l'année dernière. Il a peut-être quelque chose là, avec ce porteur de ballon-là. Je vais pouvoir me vanter que je vous l'avais dit s'il connaît une carrière exceptionnelle. Non, je vais faire mes devoirs sur lui parce que je crois sincèrement là, que ça prend un autre porteur de ballon. En tout cas, je vais faire mes devoirs sur lui pour voir c'est quoi son style. Peut-être qu'il est le demi à l'attaque explosif qui manque. Celui que je mentionne là, depuis qu'on parle là, des Commanders de Washington. Terry McLaurin, maintenant, il n'a toujours pas de contrat. Il fait la grève, entre guillemets, soi-disant blessé à une cheville, mais il est présent au camp des Commanders. Ou aussi, là, je crois qu'on va en venir à une entente. Avant le début de la saison. Là, je peux pas croire, jamais je croirais. Alors, si McLaurin est là au début de la saison avec son nouveau contrat en poche, est-ce que tu crois qu'il va connaître une saison productive? J'ai hâte de voir parce que par le passé, la dernière saison, si on prend le cas, mettons, de Ja'Marr Chase ou de CeeDee Lamb, on a vu que lorsqu'ils ont signé sur le tard ou qu'ils sont arrivés au camp d'entraînement sur le tard, ça a pris quelques semaines là, avant de se mettre en marche. J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver avec Terry McLaurin. Je pense que la situation va quand même se résoudre assez rapidement. L'année dernière, le petit point que je vais apporter sur McLaurin, c'est qu'il a été ciblé 113 fois. Il a obtenu 13 touchés. C'est 6 de plus que son sommet qui était auparavant lors des dernières saisons. Donc, 13 touchés sur 113 cibles, c'est énorme comme ratio. On peut penser qu'il y aurait une régression ici dans son cas, Terry McLaurin. Il est par contre la première lecture de Jaden Daniels dans plus de 30% du temps. Ça, c'est à partir de la semaine numéro 13. C'est vraiment énorme, là. Il est vraiment le receveur incontesté, lui aussi, numéro 1 de l'attaque des Commanders. C'est le receveur numéro 18 en ce moment. C'est un choix de milieu de troisième ronde. Je trouve que c'est élevé. Je pense que, comme je vous le dis, à cause du fait qu'il n'a pas été ciblé aussi souvent qu'on puisse l'entendre pour une récolte de 13 touchés. On va avoir une régression, on a essayé de faire des ajouts également autour de lui qui peuvent être intéressants, mais je pense que là, si on parle de milieu de troisième ronde, s'il arrive en une ronde de plus, là, si vous arrivez en fin de quatrième ronde, début de cinquième ronde, je pense que Terry McLaurin là, représente une valeur, mais en choix de cinquième ronde, en milieu de troisième ronde, je trouve qu'il y a peut-être d'autres receveurs intéressants, mais n'en demeure pas moins qu'il demeure un receveur extrêmement talentueux dans une attaque, on l'a mentionné plus tôt, qui est quand même explosive. Ben voilà, ça conclut notre tour d'horizon des Commanders de Washington. Je vais te laisser reprendre ton souffle, Marc-André, parce qu'on va parler des champions en titre du Super Bowl. Ton équipe favorite, les Eagles de Philadelphie, qui vont défendre leur titre, qui vont tenter de gagner un deuxième titre du Super Bowl.
consécutifs. Alors, Marc-André, je vais juste m'asseoir puis je te laisse y aller. Vas-y, go. Parle-nous des Eagles. Non, non, mais sérieusement. Tes Eagles, ils ont perdu des joueurs. Ils ont amené du sang neuf également au sein de l'organisation. Ouais, c'est ça. Donc, on n'a pas chômé. Là. C'est une autre équipe qui s'est pas assise sur ses lauriers malgré les grands succès qu'on a eus la saison dernière. Écoute, Didier, moi, ce qui me fascine avec les Eagles, c'est le roulement de personnel. On a perdu des gars importants. Là. On voit la liste des départs. CJ Garner-Johnson, Darius Slay, oui, c'est des gars, c'est des vétérans qui ne rajeunissent pas. Bryce Hoff, ça n'a pas été vraiment un succès avec les Eagles. Brandon Graham à la retraite. Tu sais, on a perdu Williams, qui a connu vraiment des éliminatoires exceptionnels. On a perdu des très bons joueurs, là, des joueurs d'impact. Puis on dirait qu'on a tellement un roulement, on a bien repêché au cours des dernières années que ces départs-là, oui, c'est des départs importants, mais je pense qu'on va pouvoir les remplacer assez facilement. C'est ça qui m'impressionne pour les Eagles. Harry Roseman joue aux échecs. OK? Il est 2, Exact. 3 coups en avance sur qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, il savait, là, il regardait les contrats, il savait que Milton Williams allait quitter via le marché des joueurs autonomes, qu'il ne serait pas en mesure de garder tout le monde. Puis on a de la profondeur du côté des Eagles. On repêche nos jeunes, les joueurs qui vont remplacer nos partants éventuellement. Puis on leur permet justement d'agir en tant que réserviste afin que la transition soit plus facile, plus fluide. Regarde la position de centre. On misait sur ce qui était considéré le meilleur centre de la NFL ou un des meilleurs en Jason Kelce. Kelce a pris sa retraite. Immédiatement, Cam Jurgens est devenu le partant. Ça faisait quoi? Au moins 2 saisons là, qu'il était réserviste à Kelce, si je me souviens bien. Hein? Mais on l'avait ciblé, on s'était dit, hey, il a les qualités athlétiques qu'on aime à la position de centre. Il est mobile, il peut décrocher, aller faire des blocs au 2e niveau. Puis là, il a appris derrière Kelce pendant 2 années. Puis là, ça a fait que, écoute, Kelce a pris sa retraite. Il n'y a aucun ralentissement au niveau de la ligne à attaque des Eagles de Philadelphie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait très, très bien du côté de Philadelphie. Il faut donner crédit à Harry Roseman avec le travail qu'il fait là. Exactement. Puis si on poursuit avec l'attaque, la seule différence au niveau du groupe d'entraîneurs en attaque, c'est le coordinateur offensif. Kellen Moore est parti pour être l'entraîneur-chef des Saints de la Nouvelle-Orléans. C'est donc Kevin Patullo qui devient le coordinateur offensif de l'équipe. C'est un gars à l'interne également qui était avec les Eagles depuis quelques années. Et petite statistique intéressante, c'est le 4e coordinateur offensif en 4 ans pour Nick Sirianni. Et là-dessus, depuis qu'il est à la barre des Eagles, et là-dessus, il y a quand même 2 présences au Super Bowl. C'est quand même assez fascinant. Oui, ben parce que Sirianni est lui-même un ancien coordinateur en attaque. Alors, il demeure là pour tout superviser quand même. Alors, je crois que ça devrait bien aller là, du côté de l'attaque de Philadelphie, malgré le départ de Kellen Moore pour la Nouvelle-Orléans. La grosse question, Didier, c'est Saquon Barkley était comme une injection là, de jeu spectaculaire et donner vraiment là, de l'énergie, disons, aux Eagles la saison dernière. Il a connu une saison exceptionnelle, 345 portées en saison régulière, plus de 2000 verges, Didier, et un saut arrière là, que tout le monde peut voir, tout le monde a vu et revu. Didier, l'année dernière, est-ce que Saquon Barkley? On a une question de Thomas Frigon, j'ai le goût de te lancer là-dessus. Pour dire à quel point Saquon Barkley est exceptionnel. Il nous demande, il nous a posé ça sur Instagram, il nous demande, est-ce que Saquon Barkley est un futur membre du Temple de la Renommée, selon vous? Il est excellent, mais ne semble pas avoir la longévité un peu comparable à Terrell Davis, Didier. Parle-moi de Saquon Barkley. Est-ce que cette saison-là, l'année dernière, c'est sa saison signature qui va lui permettre d'entrer au panthéon du football? Ben, Terrell Davis est au panthéon du football. Donc, il le compare en disant que il n'y a pas assez de longévité, mais Terrell Davis, si je me souviens bien, il avait joué seulement 6 saisons. Il avait connu une saison de 2000 verges. Il a remporté 2 Super Bowls et il est au panthéon du football, au Temple de la Renommée. Pour ce qui est de Saquon, maintenant, s'il prenait sa retraite aujourd'hui, là, en date du 28 juillet, je dirais que non. Parce que Saquon, il y a eu des saisons qui ont été perdues, premièrement, à cause de la mauvaise ligne à attaque des Giants. Okay? Il faisait partie d'une équipe qui était pourrie, mais il s'est blessé aussi, donc il a raté des matchs. Donc non, maintenant, Saquon Barkley ne mériterait pas d'être intronisé à Canton, en Ohio. On va voir ce que ça va donner cette année. Moi, ce que j'ai hâte de voir de la part de Saquon, tu as mentionné le nombre de fois qu'il a touché au ballon l'année dernière. Est-ce qu'il va être le même? Est-ce que ça va avoir laissé des séquelles? Parce que historiquement, les porteurs de ballon qui ont des saisons comme ça, où ils touchent aussi souvent au ballon,
ben là, il y a un ralentissement la saison suivante. Des fois, ils sont plus nécessairement le même joueur. Parce que c'est très taxant, là. Tu te fais frapper, là, toutes les fois que tu touches au ballon, ou à peu près, pas juste par un joueur, ça peut être par 2, 3, 4, 5 joueurs lorsque tu joues à la position de porteur de ballon. Alors moi, c'est vraiment qu'est-ce que je vais surveiller. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'année dernière, les Eagles ont commencé la saison puis ils voulaient passer le ballon. Je suis sûr que tu t'en souviens, là, tu es un partisan des Eagles. On essayait de miser sur l'attaque aérienne. Puis là, c'est après quoi? La semaine 4 qu'on s'est révisé, puis là qu'on a concentré nos efforts sur le jeu au sol et qu'on a fait de Saquon Barkley la pierre angulaire, la pierre angulaire de l'attaque. Puis là, on connaît la suite. On a remporté le Super Bowl. Alors, ça va être quelque chose à surveiller, ça. Saquon, est-ce qu'il va être le même joueur après avoir touché aussi souvent que ça au ballon en 2024? Chose certaine, du côté des Eagles, on compte sur Saquon Barkley parce qu'on n'a pas fait d'addition vraiment notable. On a A.J. Dillon, qui est l'ancien des Packers, en fait, bref, qui est plus ce qu'il a déjà Il a été. été blessé, On a lui. Will Ouais. aussi, tu sais, puis je suis pas convaincu même qu'il va faire l'équipe, c'est mon avis. Et même Will Shapley, qui est un joueur, un porteur de ballon de deuxième année, mais oui, c'est intéressant, j'ai bien hâte de voir. Mais du côté des Eagles, écoute, on prend pour acquis que Saquon Barkley va être l'homme de la situation pendant toute la saison. J'ai bien hâte de voir. Il t'a parlé de vouloir passer le ballon, mais c'est ça, on s'est ravi l'année dernière. On a terminé au 32e rang dans la NFL, donc bon dernier pour les passes tentées. Et ça a été bénéfique pour Jalen Hurts. Didier. 5 interceptions seulement l'année dernière, c'est 10 de moins en 2023. Il a également complété 68,7% de ses passes. C'est son meilleur ratio de passes complétées en carrière. Donc, on a vraiment trouvé une recette du succès pour les Eagles. Pas beaucoup de passes tentées. On s'en est remis à notre jeu au sol. On a une bonne ligne à l'attaque également. On va avoir une bonne ligne à l'attaque encore une fois cette année. Le touche-push est toujours là pour nous aider à la porte des buts pour Jalen Hurts. Donc, j'ai bien hâte de voir les Eagles. Essentiellement, c'est la même recette, là. C'est l'acte 2 de notre pièce de théâtre du côté des Eagles. Je pense pas que Jalen Hurts va passer le ballon à outrance encore une fois cette année. D'ailleurs, si on a peut-être un petit bémol à apporter à l'attaque des Eagles, ça serait peut-être la profondeur à la position de receveur de passe. On a A.J. Brown, on a Devontae Smith, et par la suite, c'est un peu plus mince. On a Jahan Dotson, là, qu'on avait été chercher devant les Commanders, mais sans plus. Mais bref, Ouais, il a moi, je suis marqué le bien premier emballé. touché Là. du match du Super Bowl. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Je me moi, souviens, quand il a marqué je un pense que- touché, j'étais comme, voyons, c'est qui vient de marquer un touché, là? J'étais comme... Si on s'attendait à ce que ce soit A.J. Brown, les autres joueurs, puis là, finalement, ben oui, c'était Jahan Dotson. Ben oui, je pense que l'attaque des Eagles, ça s'inscrit dans la continuité cette année, Didier. Ça va être la même recette, mais il faut que Saquon demeure à santé. Puis moi aussi, je trouve que c'est inquiétant. Écoute, j'ai même sa statistique, ça remonte à 482 opportunités, donc touche du ballon si on inclut les éliminatoires. C'est tout simplement, Didier, C'est c'est énorme, suffocant là, comme nombre. Ouais, exact. Ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est pour ça, moi, je te dis, j'ai hâte de voir Saquon cette année. Est-ce qu'il va être le même joueur? Parce que l'histoire va contre lui, là, encore une fois. Parce que les joueurs, écoute, il a touché au ballon près de 500 fois. C'est énorme, là, ça. Donc ça va être quelque chose à surveiller. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Puis dans le cas de Jalen Hurts, ben écoute, ça va être de continuer. Si Saquon est le même joueur, de jouer comme il a fait en deuxième moitié de saison, là, tu sais. Attaquer les zones profondes. A.J. Brown, ça c'est quelque chose que Jalen Hurts se fait bien. Il a un talent de coureur aussi avec la présence de Saquon. Ça aide énormément. Mais tu as mentionné le touche-push. Ça met tellement de pression sur les défenses adverses lorsqu'on affronte les Eagles de Philadelphie. Parce que, tu sais, lorsque tu joues en défense, supposons, c'est pas moi, c'est un 3e et 8. Tu sais, puis la passe, les Eagles complètent une passe pour un gain de 6 verges. Là, généralement, là, tu peux donner un high five à ton coéquipier. Tu vas sur les lignes de côté, l'unité de botter dégagement des Eagles s'amène sur le terrain. Mais là, c'est pas ça, Philadelphie, parce qu'on a une attaque à 4 essais, un peu comme les Commanders. Je parlais des Commanders ou les Lions de Détroit. Quand tu affrontes ces équipes-là, elles mettent beaucoup de stress sur les défenses adverses. Parce que le 4e et 2, des fois, ils vont tenter de le convertir avec le touche-push. C'est pas juste un 4e et 1, même un 4e et 2. Ça, c'est vraiment toute une arme qu'on a du côté des Eagles de Philadelphie. Puis je crois que ça va se poursuivre cette année. N'en déplaise aux Packers de Green Bay, qui, eux, avaient soumis
eu l'idée là, de bannir le touche-push lors des rencontres des DG, puis bon, ça a été refusé, puis moi je suis en accord avec ça. Écoute, c'est aux défenses adverses à trouver une solution contre le touche-push, mais ça, c'est quelque chose qui est non négligeable, qu'il faut mentionner lorsqu'on parle de l'attaque de Philadelphie. Une dernière chose que je voulais ajouter sur l'attaque, Didier, l'année dernière, c'est que les Eagles ont joué avec l'avance également. Dans la plupart, une bonne avance même, je te dirais. On marquait plusieurs points en première demi. Par la suite, ben c'est ça, on s'en remettait au jeu au sol. C'est un peu ça aussi que les statistiques démontrent. C'est sûr qu'on a davantage de bonnes statistiques au sol lorsqu'on mène. Je me souviens, il y a des matchs, Didier, que les Eagles prenaient l'avance 21-0 à la mi-temps ou 20. On tirait, on jouait avec l'avance régulièrement. Ça s'est traduit par c'est ça, davantage de jeux au sol, puis moins de jeux de passe aussi. Je ne sais pas si cette année, les Eagles, on a un calendrier assez difficile. On affronte des premiers de section. On va affronter les Chiefs, les Bills. Bref, on va avoir des équipes qui peuvent compétitionner avec les Eagles en termes de points, en termes d'attaque. Donc, j'ai bien hâte de voir si cette année, justement, Jalen Hurts va être mis davantage à contribution avec un calendrier, ce qu'on dit, un peu plus difficile, versus des équipes là, contre qui on s'amusait là, vraiment l'année dernière du côté des Eagles. Ouais, non, j'ai hâte de voir ça, effectivement, là, sur des bons points que tu amènes du côté de Philadelphie. Mais les Eagles ont une équipe complète. Là, on a beaucoup parlé de l'attaque. Mais c'est la défense qui leur a fait gagner le Super Bowl. C'est la ligne défensive qui a fait la vie dure à Patrick Mahomes lors de ce match-là. Exactement, exactement. En fait, la défense des Eagles l'année dernière, elle est première dans la plupart des catégories défensives dans la NFL. On a vu, il y a plusieurs éléments, là, plusieurs facteurs qui ont contribué à ça. L'émergence, entre autres, de Jalen Carter sur la ligne défensive, 12 plaqués pour perte la saison dernière. Le gros Jordan Davis, Didier, qui a perdu 26 livres. Je ne sais pas si tu as vu ça au camp d'entraînement. Ouais, j'ai vu ça. 26 livres parce que l'année dernière, il a joué seulement 37% des jeux. Il souhaite en jouer davantage. Donc, j'ai hâte de voir ça. Puis, on parlait de roulement de personnel. On a repêché Jahad Campbell. Puis, on pensait que Jahad Campbell allait commencer la saison. Il a subi des blessures l'année dernière dans les rangs universitaires. Ben non, tiens. Il est là. Jahad Campbell connaît un bon camp. On a repêché en 4e ronde Ty Robinson l'année dernière, un joueur de ligne défensive de Nebraska qui a mené pour les plaqués sur les quarts l'année dernière dans la NCAA à la position avec 11. Donc, écoute, encore là, comme tu l'as dit, c'est un jeu d'échecs, puis Aaron Roseman, il excelle à ce jeu-là. Ouais, puis Jordan Davis, en passant, il a perdu 26 livres, mais il pèse tout de même 325 livres. Hein. C'est à quel point il est immense comme personne. C'est incroyable. Je l'avais vu au Super Bowl, les 2 fois que les Eagles ont participé au Super Bowl, ils ont participé au Super Bowl 2 fois lors des 3 dernières années. Ça n'a aucun bon sens, Marc-André, comment il est immense. Il est grand, il est large, ça n'a pas de bon sens. Mais tout ça pour dire, oui, c'est ça. Donc, on a perdu des joueurs, comme tu l'as mentionné, Harry Roseman n'a pas perdu de temps. Jahad Campbell, il l'aimait, il l'adorait au repêchage. Il ne croyait jamais qu'il allait être disponible en fin de première ronde, secondaire de ligne. Puis en plus de ça, tu as le Kobe Dean qui a raté la fin de la dernière saison en raison d'une blessure. Il n'est pas prêt encore à prendre part aux entraînements. Donc, Campbell va avoir une chance de faire partie de la formation partante immédiatement. Il est vraiment talentueux. Lorsqu'on joue à position de secondaire de ligne dans la défense des Eagles, dans le système de Vic Fangio, tu dois être bon en couverture. Tu dois être capable, tu dois être athlétique de reculer en couverture de zone, notamment. Puis ça, c'est quelque chose que Campbell fait très bien. Donc, il devrait bien cadrer dans les plans de la défense des Eagles de Philadelphie. Mais il y a des trous en défense, Marc-André, du côté de ton équipe favorite. J'ai senti ton engouement là, dans ta voix. Là, lorsque tu te mettais à parler, qui sera le demi-coin à l'opposé de Quinnen Mitchell, l'excellente recrue, l'ancien Rocket de l'Université de Toledo, mon alma mater. Ça va être à surveiller. On a mis ce contrat à Adoree Jackson. Il y a Ringo, qui est un choix au repêchage d'il y a quelques années. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller. Le demi-coin à l'opposé de Quinnen Mitchell. Puis, tu l'as mentionné quand on a commencé à parler des Eagles. On a échangé... CJ Gardner-Johnson. Alors, qui sera l'autre maraudeur à l'opposé de Black and Chip? Donc, ça va être 2 choses à surveiller durant le camp d'entraînement qui est déjà commencé une fois que la saison régulière aura débuté. Exactement. Ringo, notre fameuse défense de Georgia en vert, là, c'en est un autre qui était à l'Université de Georgia. J'ai bien hâte de voir. Oui, s'il y a vraiment oui, s'il y a une facette à surveiller, c'est bien celle-là. Mais écoute, Quinnen Mitchell, Didier, il faut revenir là-dessus. Et écoute, l'année dernière, là,
En fait, et Cooper DeJean, on n'en a pas parlé également. Là, je veux dire, je me souviens Ouais. lors du repêchage, je me demandais, les Eagles, si on va devoir. On parlait, est-ce que Quinton Mitchell va être là, sinon on pourrait se rabattre sur Cooper DeJean en première ronde. Mais les équipes ont tellement pris de joueurs offensifs, de joueurs de ligne. On avait des quarts là, qui sont sortis. C'est la ligne Michael Penix, Drake May, etc. Donc, écoute, on est tombé, on est les 2 demi-points du côté des Eagles. On a vu que ça a vraiment fait la différence. Ça a changé le visage de la tertiaire des Eagles, assurément. Et ouais, j'essaie de trouver des points négatifs. Moi aussi, s'il y a un point négatif, tu l'as souligné, c'est la bataille entre Ringo, Blankenship et quand même aussi. Mais écoute, on a tellement de joueurs qui ont émergé. Mais c'est pas négatif, ce sont des points d'interrogation. Tu sais? Exact. Mais ça demeure pour moi l'une des meilleures défenses, encore une fois, cette année. Elle a pris du temps, elle aussi, à se mettre en marche l'année dernière, la défense. Mais à partir de la semaine numéro 6-7, on était vraiment intraitable. Ouais, puis on n'a même pas mentionné le nom de Zach Bond, qui a été une révélation. On l'a récompensé avec une prolongation de contrat. Souviens-toi, on pensait qu'il allait devenir un joueur autonome, mais là, finalement, étant donné que le plafond salarial a augmenté de 30 millions de dollars, les Eagles ont pu le garder à Philadelphie. Donc, non, c'est ça. Écoute, il y a quelques trous, mais quelle équipe n'a pas des points d'interrogation là, à certaines positions? Là? C'est juste normal. Là. Puis, moi, je donne le bénéfice du doute à Howie Roseman. Là. Alors maintenant, c'est une question. Combien de victoires pour tes Eagles, Marc-André? Le over-under des Eagles de Philadelphie, selon les preneurs au livre, a été établi à 11 victoires et demie. Alors, Marc-André, ton équipe, les Eagles, plus ou moins que 11 victoires et demie? Je suis pas mal certain que tu vas choisir le over. Mais j'essaie de demeurer objectif pour les biens de ce podcast, de cet exercice. Mais froidement, je pense que les Eagles vont au moins avoir 12 victoires cette année. Et je le dis bien humblement, je pense que c'est l'une des équipes les plus complètes dans la NFL, tant en défense qu'en attaque. Ben, je suis d'accord avec toi, Marc-André. Okay, moi aussi, je vais choisir le over. Plus de 11 victoires et demie pour les Eagles de Philadelphie. La formation est complète. Puis, bon, on a parlé des quelques trous qu'on a au sein de la formation. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais non, mais j'ai confiance. J'ai confiance aux Eagles. Ils sont l'équipe à battre au sein de la section, là, au sein de la division. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, Fantasy Football. Du côté des Eagles de Philadelphie, on va commencer avec leur carrière, le joueur par excellence du Super Bowl 59, Jalen Hurts. Jalen Hurts qui a raté 3 matchs en raison d'une commotion cérébrale l'année dernière, Didier, on s'en souvient. Il a terminé quand même comme quart numéro 6 en termes de points par match. Il aurait assurément, il a terminé comme quart numéro 8 au total, si ma mémoire est bonne. Il aurait assurément intégré le top 5 s'il avait joué ces 3 matchs-là. Moyenne de 13 touchés au sol par saison lors des 4 dernières saisons. C'est ça qui est payant dans le cas de Jalen Hurts. C'est le fameux touche-push. Et le touche-push sera là pour au moins une autre saison. Donc, c'est le bon augure pour les propriétaires de Jalen Hurts. Il va être payant. Et j'avais une petite statistique pour vous montrer à quel point il est quand même précis dans les zones profondes. Il est sous-estimé, Jalen Hurts. Il a inscrit 30 touchés sur des passes de plus de 20 verges depuis la saison 2022, depuis 2 ans. Donc, c'est bon pour le premier rang dans la NFL à cette position-là. Donc, pour moi, Jalen Hurts, oui, c'est pas le meilleur des passeurs, le passeur des plus précis, mais dans les zones profondes, il s'est tiré son épingle du jeu. Il sait repérer son receveur, A.J. Brown, c'est souvent lui, et ses receveurs. Mais oui, Jalen Hurts, Didier, on pense que c'est un corps dont la précision est vraiment exécrable, mais c'est de mieux en mieux dans son. Ah, ça, c'est quelque chose qu'il a toujours bien fait. Là. Il a toujours été précis dans les zones profondes, même à l'époque, lorsqu'il jouait pour le Crimson Tide d'Alabama, c'est dans les zones intermédiaires. C'est là que c'est plus difficile pour Jalen Hurts en début de carrière, puis il a amélioré cette facette-là. Donc tant que le touche-push est là, écoute, Jalen Hurts, en termes de fantasy football, là, ça devient une machine à toucher, là, pour inscrire des touchés, là, ou presque. Là. Maintenant, Saquon, on en a parlé de Saquon tout à l'heure. Les deux, on a des réserves dû au fait qu'il a touché au ballon près de 500 fois l'année dernière, si on inclut les matchs éliminatoires. Alors, en termes de fantasy, est-ce que tu vas faire confiance à Saquon Barkley? Porteur de ballon numéro 1 au total l'année dernière, Saquon Barkley, malgré le fait qu'il n'était pas si utilisé que ça dans la situation de passe, et malgré le fait qu'il n'a pas beaucoup de touchés, mais dans le sens, il y en a beaucoup, mais il est terminé au 6e rang pour les toucher à la position de porteur de ballon, avec 15. Didier, c'est une saison... C'est Jalen Hurts qui lui a volé des touchés avec le touche-push. Mais c'est un peu ça.
Ça aurait pu être encore mieux si ça n'avait pas été de la présence de Jalen Hurts. Saquon Barkley, oui, il y a sa part de risque, son utilisation, sa charge de travail l'année dernière, c'est inquiétant. Mais par contre, là, s'il demeure, on peut pas se fier là-dessus. Je pense que ça demeure un joueur que vous allez repêcher dans votre top 5 au niveau fantasy. Je pense que s'il dispute 17 matchs, il va être potentiellement, il y a des chances d'être le premier porteur de ballon à la position au niveau fantasy. Et j'ai une petite stat sur le fun pour vous. Seulement 3 fois lors des 10 dernières années que le porteur de ballon de l'année précédente a terminé dans le top 10 de la position de porteur de ballon l'année suivante. C'était seulement Todd Gurley et Devonta Freeman. J'ai été surpris de voir que Devonta Freeman avait terminé au numéro 1 à la position de porteur de ballon au niveau fantasy une année. Mais bref, j'ai bien hâte de voir. Donc, l'échantillon est faible. C'est ça. Saquon, il y a une part de risque. Mais encore là, le talent fait foi de tout. Puis on ne peut pas se dire qu'il va se blesser. Je pense que s'il est en santé, là, il va être dominant encore une fois, Saquon Barkley. Donc, l'histoire, plus d'une façon, est contre Saquon Barkley là, pour qu'il connaisse une bonne saison. Là. En tout cas, on va voir s'il pourra casser les tendances. Là. Maintenant, A.J. Brown, là, c'est le troisième, la troisième grosse tête du côté de l'attaque des Eagles de Philadelphie. Alors, c'est quoi pour toi tes prévisions là, en termes de fantasy football du côté du numéro 11 des Eagles? Pour moi, au niveau fantasy, il y a comme un groupe de 3 au début. Il y a Ja'Marr Chase, il y a Justin Jefferson, il y a CeeDee Lamb. Puis par la suite, là, on a des gars comme Malik Neighbors, Brian Thomas, on a des Amon-Ra St. Brown. Puis par la suite, peut-être dans le troisième tiers, là, c'est A.J. Brown. Pourquoi? Parce qu'on peut se poser la question, l'année dernière, on en a parlé, le volume n'était pas au rendez-vous. Là. 32e, les Eagles, pour les passes tentées. On jouait rapidement avec l'avance, j'en ai parlé. Si on peut avoir des matchs un peu plus compétitifs cette année, ça pourrait aider le jeu aérien, ça pourrait aider A.J. Brown. N'empêche que A.J. Brown est un receveur de passe élite dans la NFL. Receveur numéro 12 l'année dernière. Ça a été le deuxième receveur le plus ciblé dans la NFL, mais justement, la pointe de tarte, elle n'était pas énorme. C'est ça le problème. Il est le receveur numéro 10 en ce moment, en 2025, donc un choix de début de deuxième ronde, surtout dans vos pools fantasy. Je pense qu'il est une belle sélection à ce rang-là. Mais encore là, est-ce que je préfère des gars comme Nico Collins et Jay Brown? C'est le genre de choix, Malik Neighbors, c'est le genre de choix que vous allez avoir à faire au niveau fantasy dans cette portion-là de votre repêchage. Moi, personnellement, je mets mes pions, je jette mon dévolu sur Nico Collins, mais bref, A.J. Brown, c'est ce genre de qualité de receveur-là là, qui est recherché. Je pense qu'il pourrait connaître une bonne saison également à nouveau en 2025. Ouais, c'est pas mal une valeur sûre là, au fantasy football, A.J. Brown, là, depuis plusieurs années, depuis l'époque où il portait amant de la lecture. Du CDC. Pardon? Amant de la lecture, là. Un amant, oui, c'est vrai. Comment oublier? Ben oui. Ce livre-là qui est devenu un best-seller là, grâce à A.J. Brown. Le lendemain, je pense que les ventes là, avaient augmenté de je sais pas combien de pourcents. Là. Bon, ben écoute, on va jeter un coup d'œil maintenant avant de se quitter au Power Ranking, au classement de puissance de la section S, l'association nationale. Bon, on en parle depuis tout à l'heure. Pas de surprise. Écoute, j'ai mis les Eagles au premier rang pour te faire plaisir, ton équipe favorite. Je t'ai vu avec ton t-shirt vert en plus aujourd'hui. Mais non, je crois vraiment que les Eagles sont la meilleure équipe au sein de la division. J'ai mis les Commanders en deuxième position, les Cowboys troisième et les Giants. Je me suis gardé un peu de gêne. Parce que j'avais même pensé mettre les Cowboys en dernière position. Mais ça va être le scénario où rien ne fonctionne. Où Brian Schottenheimer perd le contrôle du vestiaire. Josh Pickens garde pas la tête froide. Dak se blesse encore une fois dès le début de la saison. Ça, c'est le scénario, là, désastre complet du côté des Cowboys. Je crois pas que ça va arriver. Je me suis gardé un peu de gêne, mais comme je l'ai dit, j'ai mes réserves face à Brian Schottenheimer à titre d'entraîneur-chef. J'ai mis Dallas au troisième rang. Donc, qu'est-ce que tu penses du classement de puissance du Power Ranking de la section S, la nationale? Je pense que c'est un bon Power Ranking, un classement d'état des forces. Objectivement, je pense que les Commanders vont chauffer les Eagles. C'est une possibilité qui pourrait être assez plausible à mon avis, mais je pense que les Eagles sont plus complets. On en a parlé des carences encore des Commanders en défense, notamment sur la ligne défensive. Est-ce qu'on va pouvoir presser le corps adéquatement? Et oui, après ça, les Cowboys, les Giants, je pense que les Giants, on va batailler pour le premier choix au repêchage cette année aussi. C'est dommage qu'on
On pense que Jackson Dart est notre quart d'avenir parce qu'on aurait peut-être pu essayer d'aller voir un autre quart là, dans le repêchage. Mais bref, Brian Daboll a choisi son homme, Jackson Dart. On a repêché, on a même transigé pour monter dans le repêchage pour le sélectionner. Donc, ça me dit qu'on va lui donner toutes les chances de se faire valoir. Mais oui, les Giants, ça sera pas facile cette saison. Alors, je pense pas qu'ils vont chauffer les Saints. Les Saints sont dans une classe à part pour moi. Pour moi, les Saints sont les favoris. Spencer Rattler à la peau, là, au camp d'entraînement, ça a l'air. Comment? Rattler, comment? Qu'est-ce que tu as dit durant le camp? À la pole au camp d'entraînement, là, à la position de quart, c'est excitant pour les Saints. Alors, Shark, ça va pas bien jusqu'à présent, ça, t'es en train de me dire. Bon, ok. Ouais, bon, ben, ok, la tendance se maintient. Ça zéro comme je pensais que ça allait aller après une semaine de camp d'entraînement. On aura l'occasion d'en reparler plus tard durant la saison. Mais les Giants, ça pour dire, tu sais, sont pas démunis de talent, tu sais, comme je disais tout à l'heure, du côté de la défense. C'est vraiment l'attaque. C'est vraiment l'attaque. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que les Giants pourraient nous causer une surprise? Comme je disais, lorsqu'on a commencé l'épisode, personne ne s'attendait à ce que les Commanders se rendent en finale d'association l'année dernière. Je ne sais pas si c'est ça qui va arriver aux Giants, mais ils pourraient connaître une meilleure saison qu'on anticipe. Mais les Saints, je suis convaincu. Je suis convaincu, Marc-André. C'est eux qui vont avoir le premier choix du repêchage. Ah, absolument. Moi aussi. Oui, bon, ben parfait. On se quitte là-dessus, Marc-André. Écoute, je te remercie pour ta contribution à cet épisode avant-goût de la section S de l'Association nationale. On espère bien sûr que cet épisode du podcast vous a plu. On vous reparle la semaine prochaine alors qu'on poursuivra notre survol des divisions du côté de la NFL.